Ah, le vôtre a dû se perdre. Ces mots ont été prononcés un 24 décembre, dans le salon de mon fils, devant toute la famille réunie. Ma belle-fille Iskandra souriait en les disant. Un sourire parfait, étudié, celui qu'on affiche quand on sait que personne n'osera répondre. Tout le monde a ri. Mon fils Talrik a détourné le regard. Ma petite fille de 9 ans a baissé les yeux vers son nouveau jouet. Mon gendre a toussé dans son poing. Et moi, Néris Valdombre, 60 ans, veuve depuis 7 ans, j'ai simplement répondu « Ce n'est pas grave ». Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris qu'un dîner de Noël pouvait briser bien plus qu'une porcelaine ancienne. Il pouvait briser une vie entière construite sur l'illusion que l'amour maternel suffit à protéger du mépris. Je m'appelle Néris Valdombre, j'ai 60 ans, et voici l'histoire que j'ai portée seule, en silence, pendant trop longtemps. Tout a commencé 3 heures plus tôt. J'étais arrivée chez Talrik vers 19 heures, comme convenu. Il habite une belle maison bourgeoise, dans le 16e arrondissement de Paris, une bâtisse en pierre de taille que mon défunt mari Édouard et moi avions aidé à acquérir. Pas entièrement, bien sûr, mais une part significative, suffisante pour que Talrik puisse obtenir le prêt bancaire sans difficulté. C'était une soirée froide, typique de décembre. Les rues brillaient sous les guirlandes lumineuses. J'avais apporté une tarte tatin faite maison, la recette de ma mère et un coffret de macarons de chez Ladurée pour les enfants. Dans mon sac, soigneusement emballé dans du papier doré, se trouvaient les cadeaux que j'avais choisis avec soin. Une montre en or pour Talrik, un foulard Hermès pour Iskandra, des livres anciens pour mes petits-enfants. Iskandra m'a ouvert la porte. « Bonsoir Néris ». Pas belle maman, pas maman. Juste Néris. Elle m'appelait ainsi depuis le début de leur mariage, il y a 12 ans. Au début, cela m'avait surprise. Puis, je m'étais dit que c'était une question de génération, que les jeunes femmes d'aujourd'hui préféraient cette familiarité moderne. Aujourd'hui, je comprends que c'était déjà une façon de marquer la distance. Elle portait une robe en velours bordeaux, parfaitement ajustée, et des talons vertigineux. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon sophistiqué. Iskandra a toujours été belle. Une beauté froide, sculpturale, celle qui attire les regards, mais décourage les confidences. « Entre, entre, tu es en retard. » Je n'étais pas en retard. J'étais arrivée à l'heure exacte qu'elle m'avait indiquée, mais je n'ai rien dit. J'ai souri et j'ai tendu la tarte. C'est une tatin, comme tu aimes. Elle l'a prise du bout des doigts, comme si je lui tendais quelque chose de contagieux. Ah, merci. J'espère qu'elle n'est pas trop sucrée. Tu sais que nous faisons attention à notre ligne ici. Elle a posé la tarte sur le guéridon de l'entrée, sans même la porter à la cuisine. Puis, elle est retournée au salon, ses talons claquant sur le parquet en chêne massif. J'ai suivi. Le salon était magnifique. Un grand sapin de Noël trônait près de la baie vitrée, décoré avec un goût impeccable. Boules dorées, rubans de soie, guirlandes discrètes. Sous le sapin, une montagne de paquets emballés avec soin, des dizaines, peut-être une 50aine. Mon fils était assis dans le canapé en cuir, un verre de champagne à la main. Talrik, mon unique enfant, 42 ans, cadre supérieur dans une grande société de conseil. Il a hérité des yeux gris de son père et de ma silhouette élancée. Quand il était petit, il passait des heures dans mes bras à me raconter ses rêves d'avenir. Il voulait devenir architecte, construire des ponts, relier les gens. Aujourd'hui, il construit des stratégies financières et évite mon regard. « Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. » Je me suis approchée pour l'embrasser. Il a tendu la joue, machinalement, sans se lever. Son geste était celui d'un homme pressé, d'un homme qui accomplit un devoir social. Les autres invités étaient déjà là. Ma fille cadette de Talrik, sa sœur, Amélie, 38 ans, accompagnée de son mari Marc et de leurs 2 enfants. Amélie m'a souri chaleureusement. Elle, au moins, semblait sincèrement heureuse de me voir. « Bonsoir, maman. Tu es radieuse. »« Merci, ma chérie. Toi aussi. » Il y avait également la mère d'Iskandra, Svetlana, une femme russe aux manières impériales, et le frère d'Iskandra, Victor, un homme taciturne qui passait son temps sur son téléphone. Et puis, il y avait Marguerite. Marguerite, 54 ans, employée de maison chez Talrik et Iskandra depuis 6 ans. Une femme discrète, aux mains abîmées par le travail, qui s'occupait du ménage, du repassage, parfois même de la cuisine. Elle se tenait légèrement en retrait, près de la porte de la cuisine, comme si elle n'osait pas vraiment faire partie de la scène. Iskandra lui a fait signe de s'approcher. « Marguerite, viens, c'est Noël, tu fais partie de la famille. » Marguerite a souri timidement et s'est avancée. Elle portait une robe simple, propre, mais usée, et des chaussures plates. Ses cheveux gris étaient tirés en arrière. Le dîner a été servi.
Un repas somptueux, foie gras, saumon fumé, chapon farci, fromage raffiné, bûches glacées. Iskandra avait tout fait livrer par un traiteur haut de gamme. Pendant le repas, les conversations tournaient autour des vacances prévues, des promotions professionnelles, des écoles privées des enfants. Je parlais peu, j'écoutais, j'observais. Talric ne me regardait presque pas. Quand je posais une question, il répondait brièvement, puis se tournait vers Iskandra pour obtenir son approbation silencieuse. C'était subtil, imperceptible pour quelqu'un qui ne connaissait pas mon fils. Mais moi, je le connaissais. Je l'avais porté, je l'avais élevé. Je savais lire dans ses silences, et je voyais qu'il avait peur. Peur de quoi? De contrarier sa femme, de perdre cette vie confortable, de devoir choisir. Après le dessert, Iskandra a frappé dans ses mains. Bon, c'est l'heure des cadeaux. Tout le monde s'est levé et s'est rassemblé autour du sapin. Les enfants trépignaient d'impatience. Iskandra, avec des gestes théâtraux, a commencé à distribuer les paquets. Amélie, voici pour toi. Marc, celui-ci est pour toi. Les enfants, venez chercher les vôtres. Les paquets s'ouvraient les uns après les autres. Des cadeaux coûteux, choisis avec soin. Amélie a reçu un sac à main de créateur. Marc, une montre de luxe. Les enfants, des jouets dernière génération. Svetlana, un châle en cachemire. Victor, une bouteille de whisky rare. Puis Iskandra a tendu un paquet à Marguerite. Marguerite, ceci est pour toi, pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous. Marguerite a ouvert le paquet, les mains tremblantes. C'était un coffret de produits de beauté d'une marque de luxe. Ses yeux se sont embués. Madame, je ne sais pas quoi dire. Merci infiniment. Iskandra a souri, satisfaite. Elle venait de jouer son rôle de bienfaitrice généreuse, devant témoins. Puis, elle s'est tournée vers moi. J'attendais. Mon paquet doré était posé près du sapin, bien visible. Je l'avais apporté en arrivant. Mais Iskandra ne l'a pas pris. Elle a fait mine de chercher parmi les paquets restants. Elle a soulevé des boîtes, regardé les étiquettes, froncé les sourcils. « Talric, tu as vu un cadeau pour Néris ?» Mon fils a haussé les épaules. « Je pensais que c'était toi qui l'avais acheté. »« Moi ? Non, je croyais que c'était toi. » Un silence s'est installé. Tout le monde nous regardait. Amélie a posé sa main sur mon bras, inquiète. Puis Iskandra a éclaté de rire. Un rire cristallin, parfaitement calibré. « Ah, le vôtre a dû se perdre. » Tout le monde a ri, nerveusement, pour dissiper le malaise. Amélie n'a pas ri, Marguerite non plus. Mais les autres, oui. Svetlana a gloussé. Victor a souri derrière son téléphone. Marc a toussé dans son poing. Et Talric a détourné le regard. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas mon cœur. Mon cœur avait déjà été brisé 7 ans plus tôt, quand Édouard était mort. Non, c'était autre chose. Une illusion. La dernière illusion que je portais encore, celle d'être importante pour mon fils. J'ai souri. Ce n'est pas grave. Ma voix était calme, posée. Personne n'aurait pu deviner la tempête qui grondait à l'intérieur. La soirée s'est poursuivie. Les enfants ont joué avec leurs nouveaux jouets. Les adultes ont bu du champagne. Iskandra a raconté des anecdotes sur leurs dernières vacances aux Maldives. Talric riait à ses blagues. Moi, j'ai attendu minuit. Puis je me suis levée. Je vais y aller. Il se fait tard. Déjà ? A demandé Amélie. Reste encore un peu, maman. Non, ma chérie. Je suis fatiguée. Talric m'a raccompagnée à la porte. Dans le couloir, loin des regards, il a murmuré « Maman, je suis désolé pour le cadeau. Iskandra a dû oublier. Tu sais comment elle est, avec toute l'organisation. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Cet homme de 42 ans, ce père de famille, ce cadre supérieur qui gagnait des sommes à 6 chiffres, n'était plus mon fils. C'était un étranger qui préférait l'approbation de sa femme à la dignité de sa mère. Ce n'est pas grave, Talric, vraiment. Je suis rentrée chez moi en taxi. J'habite un appartement élégant dans le 7e arrondissement, un 4 pièces que j'ai acheté avec Édouard il y a 30 ans. Les murs sont tapissés de souvenirs. Des photos de Talric enfant, des tableaux que nous avions rapportés de nos voyages, la bibliothèque d'Édouard. Sur la commode de l'entrée, il y a une boîte en laque noir, une boîte ancienne, héritée de ma grand-mère. À l'intérieur, je garde des lettres, des bijoux, des documents importants. Ce soir-là, j'ai ouvert cette boîte. J'ai sorti une enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, il y avait une photo prise il y a 38 ans. Talric avait 4 ans. Il était assis sur mes genoux, dans le jardin de notre ancienne maison à Versailles. Il me regardait avec adoration, ses petites mains agrippées à ma robe. Sur la photo, au dos, Édouard avait écrit « Mon fils et sa maman, un amour éternel ». J'ai refermé l'enveloppe, puis j'ai pris mon téléphone. Il était 1h du matin, mais je savais que Maître Dufresne, mon avocat, consultait toujours ses messages, même la nuit.
C'était un homme méticuleux, rigoureux, qui m'avait accompagné dans toutes mes démarches depuis la mort d'Édouard. J'ai tapé un message. « Maître, j'ai besoin de vous voir de toute urgence, pour modifier mon testament. Dès le 26 décembre, si possible. » La réponse est arrivée 15 minutes plus tard. « Madame Valdombre, je serai à votre disposition le 26 à 10 heures. Mon cabinet sera ouvert. Cordialement. » J'ai posé le téléphone. Dehors, Paris dormait sous les lumières de Noël. Moi, je ne dormirai pas cette nuit. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Le 25 décembre, je me suis réveillée avec le souvenir d'autres Noëls, ceux d'avant, ceux où tout était simple, lumineux, innocent. J'ai passé la journée seule dans mon appartement. Amélie m'avait appelé le matin pour prendre de mes nouvelles. Elle avait senti que quelque chose n'allait pas, la veille, malgré mon sourire. « Maman, tu es sûre que ça va? Cette histoire de cadeau, c'était vraiment déplacé. Ma chérie, ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Si tu veux, on peut se voir aujourd'hui. Marc emmène les enfants au cinéma, je suis libre. Non, profite de ta journée. Moi, j'ai besoin de calme. » Elle a insisté encore un peu, puis a fini par accepter. Amélie a toujours été sensible, attentionnée, tellement différente de son frère. J'ai préparé un thé, du thé Earl Grey, celui qu'Édouard aimait tant. Puis je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, celui où je passe mes après-midi à lire. De là, je vois les toits de Paris, la tour Eiffel au loin, les arbres du Champ de Mars, et j'ai laissé les souvenirs revenir. Talric est né un 23 avril 1983. C'était un matin de printemps, doux et lumineux. Les cerisiers étaient en fleurs dans le jardin de la maternité. Édouard était à mes côtés, tenant ma main, murmurant des mots d'encouragement. Quand l'infirmière a posé ce petit être sur ma poitrine, j'ai su que ma vie venait de basculer dans une autre dimension. « Il te ressemble », avait dit Édouard, les yeux embués. « Il a tes yeux. » Mais avec le temps, Talric avait pris les yeux gris de son père, et son caractère aussi. Édouard était un homme bon, mais réservé, introverti. Il préférait observer plutôt que parler, écouter plutôt que s'imposer. Talric avait hérité de cette douceur, de cette discrétion. Trop de discrétion peut-être. Nous habitions alors une maison à Versailles, une belle demeure bourgeoise avec un jardin, un tilleul centenaire, des rosiers que je taillais moi-même chaque printemps. Édouard travaillait comme ingénieur chez Renault. Moi, j'avais abandonné ma carrière d'enseignante pour me consacrer à Talric. C'était mon choix. Un choix que je n'ai jamais regretté. Talric était un enfant sage, trop sage, disaient certaines de mes amies. Il ne criait jamais, ne réclamait rien. Il passait des heures à construire des tours en cubes, à dessiner des maisons imaginaires, à feuilleter des livres d'architecture que son père laissait traîner dans le salon. « Papa, quand je serai grand, je construirai un pont, le plus grand pont du monde, et on pourra tous marcher dessus. Toi, maman et moi. » Édouard souriait, ému. Moi, je l'embrassais sur le front. « Tu construiras tout ce que tu voudras, mon chéri. » Les Noëls, à cette époque, étaient magiques. Nous décorions le sapin ensemble, tous les trois. Talric grimpait sur un escabeau pour accrocher les boules les plus hautes. Il chantait des chansons de Noël qu'il apprenait à l'école. Sa voix claire résonnait dans toute la maison. Le 24 décembre, nous allions à la messe de minuit. Talric, même tout petit, restait silencieux pendant l'office, fasciné par les vitraux, les bougies, l'orgue qui jouait minuit, chrétien. Puis nous rentrions à la maison. Édouard préparait un chocolat chaud. Nous nous installions près du sapin, et Talric ouvrait ses cadeaux avec une lenteur infinie, comme s'il voulait faire durer le plaisir à jamais. « Regarde, maman, un camion de pompiers et des livres. Merci, merci. » Il se jetait dans mes bras. Son odeur d'enfant, ce mélange de savon, de lait, de bonheur pur, m'enveloppait. Je fermais les yeux. J'étais heureuse, pleinement, simplement heureuse. Ces années-là ont été les plus belles de ma vie. Talric a grandi. Il est entré au collège, puis au lycée. C'était un élève brillant, sérieux, appliqué. Ses professeurs le félicitaient, il décrochait des mentions très bien, ramenait des prix d'excellence. Mais quelque chose avait changé. Vers ses 15 ans, Talric est devenu plus distant, plus secret. Il passait des heures enfermé dans sa chambre. Quand je lui demandais si tout allait bien, il répondait par monosyllabes. « Oui, maman, tout va bien. Tu es sûre? Si tu as besoin de parler, ça va, je te dis. » Édouard me rassurait. C'est l'adolescence, Néris. Tous les garçons passent par là. Il cherche son indépendance. C'est normal. Je voulais le croire. Mais une mère sent ces choses-là. Je sentais que Talric s'éloignait. Pas brutalement, pas méchamment. Mais progressivement, imperceptiblement, comme une marée qui se retire. Il est entré en classe préparatoire. Il travaillait jour et nuit.
Il voulait intégrer une grande école, HEC, si possible. Édouard était fier. Il a de l'ambition, c'est bien. Il ne finira pas comme moi à travailler pour quelqu'un d'autre toute sa vie. Moi, je m'inquiétais. Talric dormait peu, mangeait peu. Ses yeux étaient cernés. Quand je lui proposais de prendre une pause, de venir se promener avec moi, il refusait. « Je n'ai pas le temps, maman. Les concours, c'est dans 6 mois. » Il a réussi. Il a intégré HEC. Nous étions si fiers. Le jour de la rentrée, nous l'avons accompagné jusqu'à la résidence étudiante. J'avais préparé un carton avec des affaires. Draps, serviettes, quelques livres, des photos de famille. Talric l'a porté jusqu'à sa chambre. Une petite pièce sous les toits, avec une fenêtre qui donnait sur un parc. « C'est parfait », avait-il dit. Avant de partir, je l'ai serré dans mes bras. « Appelle-nous souvent et reviens quand tu veux. La maison est toujours là. Promis, maman. » Mais il n'a pas tenu sa promesse. Pendant ces 3 années à HEC, Talric est revenu de moins en moins souvent. Les premières semaines, il appelait tous les dimanches, puis toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois, puis presque jamais. Quand je l'appelais, il répondait brièvement. « Oui, tout va bien. Les cours sont intenses. Je suis débordé. Tu manges correctement? Tu dors assez? Oui, maman. Ne t'inquiète pas. » Il revenait pour Noël, pour quelques jours, mais il passait son temps sur son ordinateur, à travailler sur des dossiers, à préparer des présentations. Le soir, il sortait retrouver ses camarades de promotion. Quand je lui demandais s'il voulait qu'on fasse quelque chose ensemble, il soupirait. « Maman, j'ai besoin de décompresser. L'année est dure. Laisse-moi un peu d'espace, s'il te plaît. » Édouard me rassurait encore. Il construit sa vie, Néris. C'est normal. Nous aussi, à son âge, nous voulions notre liberté. Mais nous revenions voir nos parents. Nous prenions le temps. Les temps ont changé. Sa génération est différente, plus pressée, plus ambitieuse. Je ne disais rien. Mais au fond de moi, je savais qu'il ne s'agissait pas de génération. Il s'agissait de nous, de moi. Talric s'éloignait parce qu'il avait trouvé autre chose, un autre monde. Un monde où je n'avais plus ma place. Puis il a rencontré Iskandra. C'était en 2012. Talric venait de finir ses études. Il avait été embauché dans un grand cabinet de conseil avec un salaire impressionnant. Il avait 29 ans. Un dimanche, il nous a appelés. « Papa, maman, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Elle s'appelle Iskandra. On sort ensemble depuis 6 mois. 6 mois. Il était en couple depuis 6 mois. Et nous ne le savions même pas. » Édouard a froncé les sourcils, surpris. Moi, j'ai avalé ma déception et j'ai souri au téléphone. « C'est merveilleux, mon chéri. Quand pouvons-nous la rencontrer ? Ce week-end, si vous êtes libre. On viendra déjeuner. » Ils sont venus le samedi suivant. Iskandra est descendue de la voiture avec une élégance calculée. Elle portait une robe noire, des talons vertigineux, des lunettes de soleil Chanel. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict. Elle ressemblait à une actrice de cinéma. Talric l'a présentée avec une fierté palpable. « Papa, maman, voici Iskandra. Iskandra, mes parents, Édouard et Néris. » Elle a tendu une main froide. Enchantée. Pas de baiser sur la joue, pas de sourire chaleureux. Juste une poignée de main ferme, professionnelle. Nous avons déjeuné dans le jardin. J'avais préparé un plat que Talric adorait depuis l'enfance. Du poulet rôti au citron et aux herbes de Provence. Iskandra a à peine touché à son assiette. « Je suis désolée, Néris. Je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne. »« Oh, je ne savais pas. Talric ne m'avait pas prévenu. Je peux te préparer autre chose. »« Non, non, c'est bon. Je prendrai juste de la salade. » Elle a grignoté quelques feuilles de laitue, tout en parlant de son travail. Iskandra était responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques de luxe. Elle parlait avec assurance, employait des termes anglais, racontait des anecdotes sur ses voyages d'affaires à New York, Londres, Dubaï. Édouard l'écoutait poliment. Moi, j'observais Talric. Il la regardait comme s'il contemplait une œuvre d'art. Ses yeux brillaient d'admiration. Quand elle parlait, il acquiesçait à chacune de ses phrases. Quand elle riait, il riait aussi, même si la blague n'était pas drôle. Mon fils était épris, totalement, aveuglément épris. Après le déjeuner, Iskandra a demandé à visiter la maison. Je l'ai guidée à travers les pièces. Elle commentait avec un détachement poli. C'est charmant. Un peu vieillot, mais charmant. Dans le salon, elle s'est arrêtée devant les photos de famille accrochées au mur. Des photos de Talric bébé, enfant, adolescent. Des photos de nous 3 en vacances, à Noël, à Pâques. Talric était mignon, petit. Il l'est toujours, ai-je répondu en souriant. Elle n'a pas relevé. Elle a continué sa visite, touchant à peine les meubles, comme si elle avait peur de se salir. Quand ils sont partis, Édouard m'a regardé. « Alors, qu'en penses-tu ? Elle est impressionnante, mais je ne sais pas si elle rendra Talric heureux. Pourquoi dis-tu ça ?
Je ne sais pas, Édouard. C'est juste une intuition. Elle est froide, distante. Elle ne l'a pas regardé une seule fois avec tendresse. Tu es trop exigeante, Néris. Iskandra est une femme moderne, indépendante. C'est différent de notre génération. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas notre fils. J'ai hoché la tête. Mais l'intuition était là, sourde, persistante. Quelque chose n'allait pas. Ils se sont mariés 1 an plus tard, en juin 2013. Un mariage somptueux au château de Vaux-le-Vicomte. 300 invités, une robe de mariée à 15 000 €, un orchestre de chambre, des fleurs importées de Hollande. Iskandra avait tout organisé. Talrik m'avait dit, presque en s'excusant, « Maman, Iskandra a des goûts très précis. Elle préfère s'occuper de tout. Mais c'est ton mariage aussi, mon chéri. Tu as ton mot à dire. Je sais, mais elle est douée pour ça. Et moi, avec le travail, je n'ai pas le temps. » Le jour du mariage, j'étais assise au premier rang, dans une robe en soie bleu ciel que j'avais choisie avec soin. Édouard était à mes côtés, élégant dans son costume sombre. Quand Talrik est entré dans la salle, mon cœur s'est serré. Il était beau, mon fils. Si beau, si digne. Mais il avait l'air nerveux. Ses mains tremblaient légèrement. Puis Iskandra est apparue, au bras de son père. Elle était éblouissante, une vision de perfection. Tous les regards se sont tournés vers elle. Mais moi, je regardais Talrik, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la crainte, pas de l'amour, pas de la joie, de la crainte. Comme s'il venait de comprendre qu'il venait de signer un contrat dont il ne pourrait jamais se libérer. La cérémonie a été magnifique. Les vœux, les alliances, le baiser, tout était parfait, trop parfait. Le soir, pendant la réception, Iskandra a dansé avec Talrik, puis avec son père, puis avec ses amis. Talrik, lui, est venu s'asseoir à côté de moi, épuisé. « Alors, mon chéri, heureux ?» Il a souri, un sourire fatigué. « Oui, maman, très heureux. » Mais sa voix manquait de conviction. J'ai posé ma main sur la sienne. « Si jamais tu as besoin de parler, je suis là, toujours. » Il a serré ma main, brièvement. Puis Iskandra l'a appelé pour couper la pièce montée, et il s'est levé. Cette nuit-là, en rentrant à la maison avec Édouard, j'ai pleuré. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»« J'ai peur, Édouard. J'ai peur qu'on perde notre fils. On ne le perd pas. Il grandit. Il fonde sa propre famille. C'est normal. Ce n'est pas normal de ne plus reconnaître son propre enfant. » Édouard m'a serré dans ses bras. « Fais-lui confiance, Néris. Talrik est un homme intelligent. Il sait ce qu'il fait. » Mais au fond de moi, je savais que non. Mon fils ne savait plus ce qu'il faisait. Il s'était perdu. 4 ans plus tard, en 2017, Édouard est mort. Un infarctus, brutal, inattendu. Il était parti travailler le matin, comme d'habitude. À midi, j'ai reçu un appel de l'hôpital. « Madame Valdombre, votre mari a été transporté aux urgences. Venez vite. » Quand je suis arrivée, il était déjà trop tard. Le médecin m'a expliqué avec douceur. Il n'a pas souffert. C'est allé très vite. J'ai regardé le corps d'Édouard, allongé sur ce lit d'hôpital. Mon mari, mon compagnon de 40 ans, l'homme qui m'avait donné Talrik, l'homme qui avait construit notre vie, pierre par pierre. Il était parti. Et moi, j'étais seule. Talrik est venu aux funérailles, bien sûr, avec Iskandra. Ils sont restés 2 jours, puis ils sont repartis. « Maman, je suis désolée, mais j'ai une présentation importante au bureau. Je ne peux pas rester plus longtemps. »« Je comprends, mon chéri. » Amélie, elle, est restée 1 semaine. Elle m'a aidé à trier les affaires d'Édouard, à répondre aux lettres de condoléances, à organiser la succession. Talrik appelait de temps en temps. « Ça va, maman? Tu tiens le coup? »« Oui, mon chéri, ça va. » Mais ça n'allait pas. J'étais perdue, seule, abandonnée. Et dans cette solitude, une pensée s'est imposée à moi. Si Édouard était encore là, Talrik serait-il différent? Aurait-il osé me traiter comme il me traitait maintenant? Ou est-ce qu'Édouard lui-même n'aurait rien vu? Aveuglé par son amour paternel, par son désir de croire que tout allait bien, je ne le saurai jamais. Les années ont passé. Talrik et Iskandra ont eu 2 enfants, une fille puis un garçon. Je suis devenue grand-mère. Au début, j'espérais que la maternité adoucirait Iskandra, qu'elle comprendrait ce que c'était d'être mère, de porter un enfant, de l'aimer inconditionnellement. Mais rien n'a changé. Elle continuait à me traiter avec la même politesse froide, la même distance calculée. Les enfants, elle les élevait avec rigueur, discipline, pas de câlins superflus, pas de tendresse excessive. Il faut qu'ils deviennent autonomes, Néris. Si on les couve trop, ils deviennent dépendants. Je mordais ma langue, je souriais, je ne disais rien. Parce que je savais que si je critiquais, si je m'opposais, je perdrais le peu d'accès que j'avais encore à mes petits-enfants. Et Talrik acquiesçait à tout ce qu'Iskandra disait. Mon fils était devenu un homme sans colonne vertébrale. Assise dans mon fauteuil,
Ce 25 décembre, je regardais la boîte en lac noir posée sur mes genoux. À l'intérieur, il y avait cette photo de Talric à 4 ans, ses yeux brillants, son sourire innocent, ses mains agrippées à ma robe, mon fils et sa maman, un amour éternel. Cet amour n'était plus éternel. Il s'était éteint quelque part entre ses 15 ans et ses 42 ans, entre ses rêves d'architecte et sa carrière de consultant, entre ma maison de Versailles et son appartement du 16e arrondissement. Demain, j'allais voir Maître Dufresne. Demain, j'allais reprendre le contrôle de ma vie. Demain, j'allais leur montrer que même les mères silencieuses ont leurs limites. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les lumières de Noël scintillaient encore, mais dans mon cœur, quelque chose s'était éteint pour toujours. L'illusion. Le 26 décembre, je me suis levé à 7 heures. J'ai pris une douche, enfilé un tailleur sobre, gris anthracite, coupe impeccable, et préparé mon sac à main. À l'intérieur, j'ai glissé tous les documents nécessaires, mon testament actuel, mes relevés bancaires, les titres de propriété de mon appartement, quelques papiers administratifs, et la photo de Talric enfant. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler qui j'avais été, qui il avait été. Le cabinet de Maître Dufresne se trouve rue de Rivoli, dans un immeuble haussmannien au 4e étage. J'y suis arrivée à 9h50. La salle d'attente était vide. Une secrétaire m'a accueillie avec un sourire professionnel. Madame Valdombre, Maître Dufresne vous attend. Je suis entrée dans son bureau. C'était une pièce spacieuse, aux murs tapissés de livres juridiques. Derrière un large bureau en acajou, Maître Dufresne s'est levé pour me saluer. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris argentés, au regard perçant mais bienveillant. Madame Valdombre, je suis heureux de vous revoir, même si les circonstances semblent délicates. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assise. J'ai posé mon sac sur mes genoux, les mains croisées dessus. Maître Dufresne m'a observé un instant, puis a ouvert un dossier. Vous m'avez dit vouloir modifier votre testament. Puis-je savoir ce qui motive cette décision? J'ai respiré profondément. Je souhaite déshériter mon fils. Le silence qui a suivi était presque palpable. Maître Dufresne a froncé les sourcils, surpris. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées avec un mouchoir, puis les a remises. C'est une décision grave, Madame Valdombre, extrêmement grave. Puis-je vous demander pourquoi? Parce qu'il ne mérite plus rien de moi. Ma voix était calme, posée, mais à l'intérieur c'était un volcan. Maître Dufresne s'est penché en avant, les mains jointes sur le bureau. Madame, je comprends que des tensions familiales puissent surgir, mais déshériter un enfant, c'est irréversible. Avez-vous parlé avec votre fils? Peut-être qu'une discussion pourrait... Non, le mot était tombé comme un coup près. Il n'y aura pas de discussion. Ma décision est prise. Maître Dufresne a hoché la tête lentement. Très bien. Dans ce cas, je dois vous informer de la législation française. Vous ne pouvez pas déshériter totalement votre fils. La loi protège ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Si vous avez un seul enfant, il a droit à la moitié de votre patrimoine. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez disposer librement que de l'autre moitié, ce qu'on appelle la quotité disponible. Je sais, j'avais fait mes recherches. Pendant toute la nuit du 24 au 25 décembre, je n'avais pas dormi. J'avais lu, cherché, compris. Je connaissais la loi. Très bien. Alors, que souhaitez-vous faire de cette quotité disponible? Je veux la diviser en 2 parts. La première ira à des œuvres caritatives. J'ai dressé une liste. J'ai sorti un papier de mon sac. Une liste que j'avais rédigée avec soin. La Croix-Rouge, Médecins sans frontières, les Restos du Cœur, Emmaüs. La seconde part ira à Marguerite Leblanc, mon employée de maison. Enfin, pas la mienne, celle de mon fils. Maître Dufresne a arqué un sourcil. L'employée de votre fils? Oui. Marguerite travaille pour mon fils et ma belle-fille depuis 6 ans. Elle a 54 ans. Elle est veuve. Elle a élevé seule ses 3 enfants. Elle travaille dur, avec dignité, sans jamais se plaindre. Le 24 décembre, lors du réveillon de Noël, ma belle-fille lui a offert un cadeau coûteux, ostentatoire. Mais moi, sa belle-mère, je n'ai rien reçu. Ma voix s'était légèrement brisée. Je me suis reprise. Ma belle-fille a dit, devant tout le monde, « Ah, le vôtre a dû se perdre. » Tout le monde a ri. Mon fils n'a rien dit. Il a détourné le regard, comme il le fait toujours. Maître Dufresne écoutait, immobile. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais je voyais dans ses yeux qu'il comprenait. Marguerite, elle, n'a pas ri. Elle a baissé les yeux, gênée. Cette femme, qui n'est rien pour moi officiellement, a montré plus de compassion en un regard que mon propre fils en 12 ans de mariage. J'ai marqué une pause. Je veux qu'elle reçoive quelque chose, pas par charité, par justice. Maître Dufresne a hoché la tête. Je comprends. C'est votre droit le plus strict.
Voulez-vous également que votre fils soit informé de ce changement? Oui, je veux qu'il sache, qu'il comprenne que les silences ont un prix, que l'indifférence a des conséquences. Dans ce cas, je vais rédiger le Nouveau Testament. Il sera prêt dans 2 jours. Vous pourrez venir le signer le 28 décembre. Ensuite, si vous le souhaitez, je peux me charger de transmettre une copie à votre fils. Oui, faites-le. Maître Dufresne a pris des notes pendant plusieurs minutes, puis il a relevé la tête. Madame Valdombre, encore une fois, je dois vous demander, êtes-vous absolument certaine de cette décision? Une fois le testament signé et transmis, les relations avec votre fils risquent d'être compliquées. J'ai souri, un sourire triste, mais déterminé. Maître, les relations avec mon fils sont déjà compliquées. Depuis des années, je ne fais que formaliser ce qui existe déjà, une distance, une indifférence, un abandon. Il a refermé le dossier. Très bien, je respecte votre choix. Je vous appellerai demain pour confirmer le rendez-vous. Je me suis levé. J'ai serré sa main. Merci, maître. En sortant du cabinet, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pas totalement, mais suffisamment pour que je puisse respirer à nouveau. Je suis rentré chez moi vers midi. En passant devant la boulangerie du coin, j'ai acheté une baguette et un morceau de camembert. Un déjeuner simple, comme j'en ai l'habitude depuis la mort d'Édouard. L'appartement était silencieux. Trop silencieux. Avant, quand Édouard était là, il y avait toujours du bruit. La radio qu'il écoutait en lisant son journal. Sa voix qui m'appelait depuis le salon. Le cliquetis de sa tasse de café. Maintenant, il n'y avait que le silence. J'ai mangé en regardant par la fenêtre. Dehors, Paris reprenait vie après Noël. Les gens se promenaient emmitouflés dans leurs manteaux, les bras chargés de sacs. La vie continuait. Indifférente à mes drames personnels. Mon téléphone a vibré. Un message de Talric. « Maman, j'espère que tu vas bien. Désolé pour le cadeau l'autre soir. Iskandra était débordée avec l'organisation. On se voit bientôt? Bise. » J'ai regardé ce message pendant plusieurs minutes. Désolé pour le cadeau. Pas « désolé pour t'avoir humilié ». Pas « désolé d'avoir laissé ma femme te manquer de respect devant toute la famille ». Pas « désolé d'avoir été lâche ». Juste « désolé pour le cadeau ». Comme si c'était une question de matériel. Comme si un bijou ou un foulard aurait tout effacé. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que ce n'était pas le cadeau qui me blessait. C'était l'intention, ou plutôt l'absence d'intention. L'oubli, le mépris. J'ai tapé une réponse courte. « Tout va bien, mon chéri. Ne t'inquiète pas. » Puis j'ai posé le téléphone. L'après-midi, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai ressorti mes albums photos. Il y en avait 5, rangés dans un coffre en bois au fond de ma chambre. Des albums épais, reliés en cuir, remplis de souvenirs. J'ai commencé par le premier, Talric à la maternité, emmailloté dans une couverture blanche. Édouard penché sur lui, souriant. Moi, épuisée mais radieuse. Talric, 6 mois, assis dans sa chaise haute, le visage barbouillé de compote, ses yeux pétillants de malice. Talric, 3 ans, dans le jardin de Versailles, courant après un papillon. Sa petite main tendue vers le ciel. Talric, 7 ans, son premier jour d'école. Son cartable trop grand sur ses épaules, son sourire fier. Chaque photo était un poignard, parce qu'en les regardant, je voyais l'enfant qu'il avait été. L'enfant innocent, aimant, joyeux, l'enfant qui me regardait comme si j'étais son univers entier. Et je me demandais, où est-il passé? Quand exactement s'est-il transformé en cet homme distant, soumis, incapable de me défendre? J'ai continué à tourner les pages. Talric, 15 ans, lors d'une sortie scolaire à Versailles. Il posait devant la galerie des glaces, les mains dans les poches, l'air déjà ailleurs. Talric, 20 ans, à sa remise de diplôme à HEC. Il tenait son diplôme, mais son sourire semblait forcé. Talric, 29 ans, le jour de son mariage, à côté d'Iskandra. Elle, resplendissante. Lui, nerveux. Sur cette photo, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué le jour même. Les mains de Talric. Elles étaient crispées, serrées en poing, comme s'il se retenait, comme s'il avait peur. J'ai refermé l'album brusquement. Le soir, Amélie m'a appelé. « Maman, comment vas-tu ?» Talric m'a dit qu'il t'avait envoyé un message. « Oui, tout va bien. Maman, je sais que ça ne va pas. » L'autre soir, ce qui s'est passé chez Talric, c'était inadmissible. « Amélie, ne t'en mêle pas. Comment veux-tu que je ne m'en mêle pas? Tu es ma mère. Talric est mon frère. Et cette femme, elle s'est interrompue. J'ai entendu sa respiration, agitée. Cette femme te traite comme une étrangère depuis des années. Et Talric la laisse faire. Ça me rend folle. Ma chérie, c'est la vie de ton frère. Il a fait ses choix. Des mauvais choix. Peut-être, mais ce sont les siens. Il y a eu un silence. Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose? Non, ma chérie. Vraiment, tout va bien. Amélie a soupiré. D'accord. Mais si jamais tu changes d'avis, je suis là. Toujours. Je sais. Merci.
Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon fauteuil. La nuit tombait à nouveau sur Paris. Les lumières de la ville scintillaient doucement. Et j'ai pensé à une conversation que j'avais eue avec Édouard, des années auparavant. C'était en 2015, 2 ans avant sa mort. Nous étions dans ce même salon. Talric venait de nous rendre visite avec Iskandra. Une visite brève, froide. Après leur départ, j'avais dit à Édouard, « Je crois que nous sommes en train de perdre notre fils. » Édouard avait secoué la tête. « Ne sois pas dramatique, Néris. Talric va bien. Il a une belle carrière, une belle maison, une belle femme. Mais il n'est pas heureux. Comment le sais-tu ? Parce que je suis sa mère. » Édouard avait posé son journal. « Néris, les enfants grandissent. Ils s'éloignent. C'est normal. Tu ne peux pas le garder près de toi pour toujours. Je ne veux pas le garder près de moi. Je veux juste qu'il soit lui-même. Il est lui-même. Non, Édouard, il est devenu quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je ne reconnais pas. » Édouard avait soupiré, agacé. « Tu es trop exigeante. Tu veux que Talric soit comme tu l'imagines. Mais il a le droit de vivre sa vie. Même si cette vie le rend malheureux, tu ne sais pas s'il est si malheureux. Tu projettes tes propres angoisses sur lui. » J'avais baissé les yeux, blessé. Édouard s'était levé, avait posé une main sur mon épaule. « Excuse-moi, je ne voulais pas être dur. Mais parfois il faut lâcher prise, Néris. Il faut accepter que les enfants suivent leur propre chemin. » Ce soir-là, j'avais pleuré, en silence, dans notre chambre. Édouard dormait déjà. Et je m'étais demandé, avait-il raison? Étais-je trop possessive? Trop inquiète? Aujourd'hui, 8 ans après sa mort, je connais la réponse. Non, je n'étais pas trop possessive. Je n'étais pas trop inquiète. J'étais lucide. J'avais vu ce qu'Édouard refusait de voir. Talric n'était pas heureux. Il ne l'avait jamais été avec Iskandra. Il s'était marié par admiration, par désir de réussir, par peur de rester seul, mais pas par amour. Pas par ce sentiment profond, solide, qui résiste aux tempêtes. Et maintenant, 12 ans plus tard, il était prisonnier. Prisonnier d'une femme qui le dominait. Prisonnier d'une vie qu'il n'avait pas vraiment choisie. Prisonnier de ses propres lâchetés. Et moi, sa mère, j'étais devenue une gêne. Un rappel de ce qu'il avait été, de ce qu'il aurait pu être. Le 27 décembre, Maître Dufresne m'a appelé. « Madame Valdombre, le testament est prêt. Vous pouvez venir le signer demain, à 14 heures. Parfait, j'y serai. Madame, une dernière question. Voulez-vous que je transmette le testament à votre fils immédiatement ou préférez-vous attendre quelques jours? Immédiatement. Très bien. Dans ce cas, je le ferai remettre par coursier dès que vous aurez signé. » J'ai raccroché. Mon cœur battait fort. Pas de peur, pas de regret, d'anticipation. Ce soir-là, j'ai relu les messages que Talric m'avait envoyés au fil des années. Des messages courts, convenus, sans chaleur. « Joyeux anniversaire, maman. Merci pour le cadeau. Bonne année. On se voit bientôt. Jamais je t'aime. Jamais tu me manques. Jamais j'ai besoin de te voir. » Juste des formules polies, des obligations sociales. J'ai effacé tous ces messages. Puis j'ai ouvert la boîte en lac noir. J'ai sorti la photo de Talric enfant. Je l'ai regardé une dernière fois. Mon fils et sa maman. Un amour éternel. J'ai retourné la photo. Et au dos, sous l'écriture d'Édouard, j'ai ajouté quelques mots de ma propre main. L'amour éternel existe, mais il doit être réciproque. Puis j'ai remis la photo dans la boîte et j'ai refermé le couvercle. Demain, tout changerait. Demain, Talric recevrait le testament. Demain, il comprendrait. Ou pas. Mais ce ne serait plus mon problème. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le 28 décembre, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Ce n'était pas de l'anxiété, ce n'était pas du regret, c'était quelque chose de plus profond, une paix froide, la paix de quelqu'un qui vient de prendre une décision irrévocable. J'ai préparé mon petit déjeuner. Du thé Earl Grey comme toujours, des tartines beurrées avec de la confiture d'abricot. Je mangeais lentement, regardant par la fenêtre les toits de Paris couverts d'une fine brume matinale. Mon téléphone a sonné. C'était Amélie. « Maman, Marc et moi aimerions t'inviter à dîner ce soir. Qu'en dis-tu? » « C'est gentil, ma chérie, mais j'ai un rendez-vous important cet après-midi. Je risque d'être fatiguée. » « Un rendez-vous? Quel genre de rendez-vous? » « Rien de grave. Juste quelques papiers administratifs à régler. » Amélie a hésité. « Maman, est-ce que tout va bien? Vraiment? » « Oui, ma chérie, tout va très bien. » « D'accord, mais si tu changes d'avis pour le dîner, appelle-moi. On peut commander quelque chose et venir chez toi. Merci, ma puce. Je t'aime aussi, maman. Après avoir raccroché, j'ai regardé l'heure. 11h30. Le rendez-vous avec Maître Dufresne était à 14h. J'avais le temps. J'ai ouvert mon armoire et choisi une tenue avec soin. Un tailleur bleu marine, sobre mais élégant. Des chaussures en cuir noir, un collier de perles que m'avait offert Édouard pour nos 20 ans de mariage. Je voulais être impeccable, digne.
En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je reconnaissais à peine, 60 ans, des cheveux gris que je n'avais jamais teints par principe, des rides au coin des yeux, témoins de 40 ans de sourires et de larmes, un visage fatigué mais résolu. Néris Valdombre, ai-je murmuré à mon reflet. Aujourd'hui, tu reprends ta vie. À 13h30, j'ai quitté mon appartement. J'ai pris le métro jusqu'à la station Palais-Royal. De là, j'ai marché jusqu'à la rue de Rivoli. Il faisait froid. Un vent glacial soufflait entre les immeubles. Mais je marchais d'un pas ferme, le menton relevé. En passant devant les vitrines décorées pour Noël, j'ai repensé à tous les Noëls passés. Ceux où Talric était petit, où il me serrait la main en admirant les jouets exposés. Ceux où Édouard m'enlaçait par la taille en me murmurant « Regarde notre fils, il est heureux ». Mais ces souvenirs ne me faisaient plus mal. Ils appartenaient à un autre temps, à une autre vie. Je suis arrivée au cabinet de Maître Dufresne à 13h55. La secrétaire m'a accueillie avec le même sourire professionnel. « Madame Valdombre, Maître Dufresne vous attend ». Je suis entrée dans son bureau. Il était debout, près de la fenêtre, les mains dans le dos. Quand il m'a vue, il s'est retourné. « Madame Valdombre, bonjour, asseyez-vous, je vous prie. » Je me suis assise. Sur son bureau, il y avait plusieurs documents soigneusement disposés. Le testament, mon ancien testament, et le nouveau. Maître Dufresne s'est assis en face de moi. « Madame, j'ai relu l'ensemble de votre dossier. Tout est en ordre. Voici le Nouveau Testament. Je vais vous en lire les principales dispositions, puis vous pourrez le signer si vous êtes d'accord. » Il a pris le document et a commencé à lire, d'une voix claire et posée. « Moi, Néris Valdombre, né le 17 mars 1965, demeurant au 7, rue de Grenelle, Paris 7e arrondissement, déclare révoquer tout testament antérieur et dispose de mes biens comme suit. » Il a marqué une pause, me regardant pour s'assurer que j'écoutais. Premièrement, la réserve héréditaire, soit 50% de mon patrimoine, revient de plein droit à mon fils unique, Talric Valdombre. Deuxièmement, la quotité disponible, soit 50% de mon patrimoine, est divisée en 2 parts égales. La première part, soit 25% de mon patrimoine, est attribuée aux associations caritatives suivantes: la Croix-Rouge française, Médecins sans frontières, les Restos du Cœur et Emmaüs France, à parts égales. La seconde part, soit 25% de mon patrimoine, est attribuée à Madame Marguerite Leblanc, née le 8 juin 1971, employée de maison, demeurant au 32, rue de la Convention, Paris 15e arrondissement. Il a relevé les yeux vers moi. « Est-ce conforme à vos souhaits ?»« Oui, parfaitement. »« Bien. Alors, si vous voulez bien signer ici et parapher chaque page. » Il a fait glisser les documents vers moi avec un stylo à encre noire. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. Pas une seconde. J'ai signé, page après page. Mon écriture était ferme, nette, décidée. Néris Valdombre. Maître Dufresne a contresigné, puis a tamponné le document. Voilà, c'est fait. Ce testament est désormais officiel et remplace tous les précédents. Il a rangé les papiers dans une enveloppe scellée. Comme convenu, je vais faire remettre une copie à votre fils par coursier. Voulez-vous qu'un courrier d'accompagnement soit joint? Non. Le testament parle de lui-même. Très bien. Le coursier partira dans l'heure. Votre fils devrait recevoir le document demain matin, le 29 décembre. Demain, dans moins de 24 heures, Talric saurait. Maître Dufresne m'a tendu une enveloppe. Voici votre copie. Gardez-la en lieu sûr. Merci, maître, pour tout. Il s'est levé, m'a raccompagné jusqu'à la porte. Madame Valdombre, puis-je me permettre une dernière observation? Je vous en prie. Vous avez pris une décision courageuse. Quelle que soit la réaction de votre fils, sachez que vous avez agi dans votre plein droit. Personne ne peut vous juger pour cela. J'ai souri. Merci, maître, mais je ne crains pas d'être jugé. J'ai été jugé toute ma vie, par mon fils, par ma belle-fille, par moi-même aussi. Aujourd'hui, je cesse de me juger. Je choisis simplement la justice. Il a hoché la tête, respectueux. Dans ce cas, je vous souhaite le meilleur, madame. En sortant du cabinet, je me suis arrêtée au Café de Flore. C'était un endroit qu'Édouard et moi aimions autrefois. Nous y venions le dimanche après-midi, pour boire un café et regarder les passants. Je me suis installée à une table près de la fenêtre. J'ai commandé un café crème et un morceau de tarte au citron. Autour de moi, des touristes parlaient anglais, allemand, japonais. Des couples se tenaient à la main, des familles riaient. La vie continuait, indifférente à mes drames personnels. J'ai sorti l'enveloppe contenant le testament. Je l'ai tenu dans mes mains, sentant le poids du papier. Ce document, ce simple document, il allait tout changer. Et pourtant, une partie de moi hésitait encore. Une partie de moi se demandait, est-ce la bonne décision? Parce que malgré tout,
Malgré les années de distance, malgré l'humiliation du 24 décembre, malgré tout, Talric restait mon fils, mon unique enfant, le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant que j'avais allaité, bercé, consolé, le petit garçon qui courait vers moi en criant « Maman !» dès qu'il rentrait de l'école. Comment peut-on effacer cela? Comment peut-on dire « Tu n'es plus mon fils ?» Mais alors, j'ai repensé à cette soirée, à cette phrase. Ah, le vôtre a dû se perdre, et au rire qui avait suivi, et au silence de Talric. Ce silence-là valait tous les mots. Ce silence disait « Je n'ai pas le courage de te défendre ». Ce silence disait « Tu ne comptes pas assez pour que je risque de contrarier ma femme ». Ce silence disait « Je préfère ma tranquillité à ta dignité ». Et ce silence, je ne pouvais pas l'accepter. Je suis rentré chez moi vers 17 heures. L'appartement était silencieux, comme toujours. J'ai rangé l'enveloppe dans la boîte en lac noir, à côté de la photo de Talric enfant. Puis j'ai allumé une bougie. Une bougie parfumée à la lavande que j'avais achetée lors de notre dernier voyage en Provence avec Édouard. C'était en 2016, 1 an avant sa mort. Nous avions loué une petite maison dans le Luberon. Des journées lumineuses, paisibles, le chant des cigales, l'odeur de la lavande. On devrait venir ici plus souvent, avait dit Édouard. Paris est étouffant. Ici, on respire. Quand tu prendras ta retraite, on pourra acheter une maison ici. Qu'en dis-tu? Il avait souri. Pourquoi pas? On verra. Mais on n'avait jamais vu. 1 an plus tard, il était mort. Et moi, j'étais resté seul à Paris. La flamme de la bougie vacillait doucement. Je l'ai regardé, hypnotisé. Et j'ai pensé à ma propre vie. 60 ans. Que restait-il? 10 ans? 20 ans? 30? Si j'avais de la chance? Comment voulais-je vivre ces années? En attendant des miettes d'affection de mon fils? En acceptant l'indifférence comme un état normal? Ou en reprenant le contrôle? En vivant pour moi, enfin? La réponse était évidente. Le soir, vers 19 heures, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Allô? Madame Valdombre ?» Une voix féminine, douce, timide. « Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ?» ?»« C'est Marguerite. Marguerite Leblanc, l'employée de... Enfin, celle qui travaille chez Monsieur Talric. » Mon cœur s'est serré. « Marguerite, bonsoir. Que puis-je faire pour vous ?»« Madame, je suis désolée de vous déranger. J'ai pris votre numéro dans le carnet d'adresse de Monsieur Talric. J'espère que ça ne vous dérange pas. »« Pas du tout. Que se passe-t-il ?» Il y a eu un silence. Puis Marguerite a repris, d'une voix hésitante. « Madame, je voulais m'excuser. Pour l'autre soir. Pour Noël. »« Vous excuser? Mais de quoi? J'ai reçu un cadeau. Un beau cadeau. Et vous n'avez rien eu. Ce n'était pas juste. J'aurais dû dire quelque chose. Mais je n'ai pas osé. Madame Iskandra, elle est mon employeur. Si je la contrarie, je peux perdre mon travail. Et j'ai 3 enfants à nourrir. Mais quand même, ce n'était pas juste. » Sa voix se brisait. Elle pleurait. « Marguerite, écoutez-moi. » J'ai pris une grande inspiration. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'êtes pas responsable du comportement de ma belle-fille, ni de celui de mon fils. Vous avez reçu un cadeau parce que vous le méritez. Vous travaillez dur, avec dignité. Ne vous sentez pas coupable de cela. Mais il n'y a pas de mais. Marguerite, la gentillesse n'est pas une faute, et votre silence non plus. Vous aviez peur pour votre travail. C'est compréhensible. » Elle a reniflé. « Merci, madame. Vous êtes très bonne. »« Non, je suis juste honnête. » Il y a eu un nouveau silence. « Madame Valdombre, si je peux me permettre, Monsieur Talric parle parfois de vous. Pas souvent. Mais quand il le fait, je vois dans ses yeux qu'il vous aime. Il a juste... peur, je crois. » « Peur de quoi ? » ?»« De Madame Iskandra. Elle est, comment dire, très autoritaire, très contrôlante. Monsieur Talric ne prend aucune décision sans lui demander son avis, même pour des petites choses, comme s'il avait besoin de sa permission pour tout. Ce que Marguerite me disait, je le savais déjà. Mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre rendait la chose encore plus réelle, encore plus triste. Merci de me le dire, Marguerite. Mais la peur n'est pas une excuse. Mon fils est un adulte. Il a le pouvoir de faire des choix. S'il choisit de se soumettre, c'est son problème. Oui, madame, vous avez raison. Marguerite, prenez soin de vous. Et si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, madame. Bonne soirée. Bonne soirée, Marguerite. J'ai raccroché et j'ai pleuré. Pas de rage, pas de tristesse, de soulagement. Parce que Marguerite, cette femme que je connaissais à peine, m'avait montré plus de compassion en 5 minutes de conversation que mon propre fils en 12 ans. Et cela confirmait que j'avais pris la bonne décision. Le 29 décembre au matin, je me suis réveillée avec une sensation étrange, une légèreté, comme si un poids immense s'était envolé. Aujourd'hui, Talric recevrait le testament. Aujourd'hui, tout allait changer. J'ai préparé mon petit déjeuner. J'ai ouvert les volets. Le ciel était gris,
Mais il ne pleuvait pas. Les rues de Paris s'animaient doucement. Des gens pressés, emmitouflés dans leurs manteaux, se dirigeaient vers le métro. La vie continuait, et moi aussi. J'ai passé la matinée à lire un roman que j'avais commencé avant Noël, une histoire d'amour, tragique et belle. À un moment, un passage m'a frappé. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Tout ce qu'on peut faire, c'est choisir de ne plus supplier. J'ai refermé le livre. C'était exactement cela. Pendant des années, j'avais supplié, pas avec des mots, pas avec des cris, mais avec des silences, avec des sourires forcés, avec des « ce n'est pas grave ». J'avais supplié mon fils de me voir, de me considérer, de me respecter, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Alors j'avais choisi de ne plus supplier. À 11h30, mon téléphone a sonné. Talric. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je savais ce que cela signifiait. Il avait reçu le testament. J'ai laissé sonner 3 fois, puis j'ai décroché. « Allô, maman ?» Sa voix tremblait. Pas de colère, pas encore, juste de l'incrédulité. « Bonjour, Talric. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parles-tu? Tu le sais très bien. Ce document, ce testament? Ah, tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu. Un coursier est venu ce matin. Iskandra était là. Elle l'a lu aussi. Maman, qu'est-ce qui t'a pris? Ce qui m'a pris? Rien. J'ai simplement exercé mon droit de disposer de mes biens comme je l'entends. Mais, Marguerite, tu laisses 25% de ton patrimoine à notre employée de maison? Oui. Mais pourquoi? Pourquoi elle? Parce qu'elle le mérite. Et moi, je ne mérite rien? Sa voix montait. Il y avait de la panique maintenant. Pas de la tristesse, de la panique. Talric, tu reçois 50% de mon patrimoine. C'est ce que la loi t'accorde, la réserve héréditaire. Mais le reste? Tu donnes le reste à des associations et à Marguerite? Oui. Maman, c'est de la folie. Non, Talric, c'est de la justice. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu une autre voix, en arrière-plan. Iskandra, laisse-moi lui parler. Non, Iskandra, attends. Mais il était trop tard. Iskandra avait pris le téléphone. Néris. Sa voix était froide, coupante comme une lame. Bonjour, Iskandra. Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Ce n'est pas une plaisanterie. C'est mon testament. Ton testament. Tu appelles ça un testament? Tu déshérites ton propre fils. Je ne le déshérite pas. Il reçoit ce que la loi lui accorde. Et le reste, tu le donnes à notre employée, une femme que tu connais à peine. Je la connais suffisamment pour savoir qu'elle a plus de cœur que toi. Le silence qui a suivi était glacial. Puis, Iskandra a éclaté. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai ri, un rire amer, triste. Iskandra, tu ne m'as jamais appelée maman. Tu ne m'as jamais invitée chez vous sans que ce soit par obligation. Tu m'as traitée comme une étrangère pendant 12 ans. Et le 24 décembre, tu m'as humiliée devant toute la famille. Alors, ne me parle pas de tout ce que vous avez fait pour moi. C'était une blague, une simple blague. Une blague? Vraiment? Et tout le monde a ri, sauf toi. Tu n'as pas ri, Iskandra. Tu as souri. Tu as savouré ce moment. Tu es ridicule. Tu te montes la tête pour rien. Peut-être, mais cette fois, la décision est prise. Et elle ne se perdra pas. J'ai entendu Iskandra inspirer brusquement. Elle avait compris la référence. « Talric !» a-t-elle crié, hors du téléphone. « Ta mère est devenue folle !» Puis elle a raccroché. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur, d'adrénaline. C'était fait. Je leur avais dit. Et maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Après avoir raccroché, je suis restée immobile pendant plusieurs minutes. Le téléphone était posé sur la table basse, devant moi. Je le regardais comme s'il allait exploser. Mais il ne sonnait plus. Le silence était revenu. Ce silence familier, pesant, qui habitait mon appartement depuis la mort d'Édouard. J'ai fermé les yeux. Et j'ai repensé à tous les signes que j'avais ignorés pendant des années. Ces petits détails que j'avais minimisés, excusés, enterrés au fond de ma conscience. Parce qu'une mère refuse toujours de voir la vérité quand cette vérité fait mal. Mais, aujourd'hui, je n'avais plus le luxe de l'aveuglement. Aujourd'hui, je devais me souvenir de tout. Le premier signe était apparu en 2014, 1 an après le mariage de Talric. C'était un dimanche après-midi. Talric et Iskandra étaient venus déjeuner chez nous à Versailles. Édouard était encore en vie. Nous formions encore une famille. Après le repas, Talric m'avait aidé à débarrasser la table. Nous étions seuls dans la cuisine. Iskandra et Édouard discutaient au salon. « Maman », avait dit Talric en posant une pile d'assiettes dans l'évier. « Je voulais te parler de quelque chose. Je t'écoute, mon chéri. » Il avait hésité, les mains dans l'eau savonneuse. Iskandra aimerait qu'on espace un peu les visites. Elle trouve qu'on vient trop souvent. J'avais senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Trop souvent? Mais vous ne venez qu'une fois par mois. Je sais. Mais
Elle a beaucoup de travail, et les trajets jusqu'à Versailles sont longs. Ça la fatigue. Talric, c'est ta famille. Je sais, maman. Mais maintenant, j'ai aussi une femme, et je dois penser à elle. Tu dois penser à elle, ou elle t'oblige à penser à elle. Il avait levé les yeux vers moi, surpris. Puis, il avait détourné le regard. Ce n'est pas comme ça. Iskandra ne m'oblige à rien. Elle exprime simplement ses besoins. Et moi, je les respecte. Et mes besoins à moi, et ceux de ton père, maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses compliquées. Je ne rends rien compliqué. C'est Iskandra qui complique tout. Talric avait soupiré, agacé. Tu ne la connais pas vraiment. Tu ne sais pas à quel point elle travaille dur. Elle est sous pression constamment. Elle a besoin de calme, de temps pour elle. Et toi, tu as besoin de quoi? Il n'avait pas répondu. Ce jour-là, j'avais compris quelque chose. Talric n'existait plus pour lui-même. Il existait en fonction d'Iskandra. Ses besoins, ses désirs, ses opinions, tout passait après elle. Mais j'avais choisi de ne rien dire, parce que je me disais, c'est normal. Les jeunes mariés ont besoin de temps pour s'installer. Ça passera. Mais ça n'était jamais passé. Le deuxième signe était apparu en 2015. C'était mon anniversaire. Le 17 mars. J'avais 50 ans. Édouard avait organisé un petit dîner à la maison. Juste la famille proche. Amélie, Marc, Talric, Iskandra. Amélie était arrivée la première, avec un bouquet de pivoine, mes fleurs préférées, et un cadeau soigneusement emballé. Un livre d'art sur les impressionnistes, que je désirais depuis longtemps. Joyeux anniversaire, maman. Elle m'avait serré dans ses bras, longuement, tendrement. Marc avait apporté une bouteille de champagne. Les enfants avaient dessiné des cartes d'anniversaire avec des crayons de couleur. Talric et Iskandra étaient arrivés en retard. 1 heure de retard. Désolé, avait dit Iskandra en entrant. Le trafic était infernal. Pas de fleurs, pas de cadeaux visibles. Nous étions passés à table. Le dîner était agréable. Édouard racontait des anecdotes, Amélie riait, les enfants posaient 1000 questions. Iskandra, elle, consultait son téléphone sous la table. Talric mangeait en silence. À la fin du repas, Édouard a apporté le gâteau. Un fraisier, mon préféré. Les bougies étaient allumées. Tout le monde a chanté « Joyeux anniversaire ». J'ai soufflé les bougies. Et j'ai attendu. Amélie m'a tendu son cadeau. Marc, le sien. Les enfants, leurs dessins. Talric a regardé Iskandra. Elle a haussé les épaules. On n'a pas eu le temps de passer acheter quelque chose. Désolé, Néris. Ce n'est pas grave, ai-je dit en souriant. Mais Édouard, lui, n'a pas souri. Il a regardé Talric avec un mélange de déception et de colère. Talric, c'est l'anniversaire de ta mère. Je sais, papa. On va lui offrir quelque chose plus tard. Plus tard? Quand? Je ne sais pas. Bientôt. Édouard a secoué la tête, écœuré. Mais il n'a rien ajouté. Ce soir-là, après leur départ, Édouard m'a dit « Je n'aime pas ce que Talric est en train de devenir. Il est jeune. Il apprend. Il n'apprend rien. Il se laisse écraser. Édouard, non, Néris, il faut que tu ouvres les yeux. Notre fils est en train de disparaître. » J'avais voulu protester, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. 3 semaines plus tard, j'avais reçu un colis par la poste. Un foulard bon marché, acheté sur Internet. Avec une carte. « Joyeux anniversaire, maman. Désolé pour le retard. Talric. » Pas Talric et Iskandra. Juste Talric. Parce qu'Iskandra n'avait même pas participé. J'avais gardé ce foulard. Je ne l'ai jamais porté. Il est toujours dans un tiroir, au fond de mon armoire. Un symbole de tout ce qui n'allait pas. Le 3e signe était apparu en 2016. Édouard venait d'apprendre qu'il avait des problèmes cardiaques. Rien de grave, selon les médecins. Mais il devait faire attention. Réduire le stress, se reposer. J'avais appelé Talric pour lui annoncer. « Talric, ton père a vu le cardiologue. Il doit ralentir. » « D'accord. C'est grave? » « Non, pas pour l'instant. Mais il faut qu'il surveille. »« Bon, tiens-moi au courant. » « Talric, tu ne veux pas venir le voir? Lui parler? »« Maman, j'ai 1 semaine de dingue au bureau. On prépare une présentation pour un client majeur. Je ne peux pas me libérer. C'est ton père. Je sais. Mais s'il n'y a rien d'urgent, je viendrai le week-end prochain. » Il n'était pas venu le week-end suivant, ni celui d'après. Finalement, il était venu 3 semaines plus tard, avec Iskandra. Une visite de 2 heures. Édouard avait essayé de parler avec lui, de partager ses inquiétudes. Talric écoutait poliment, mais je voyais qu'il était ailleurs. Son téléphone vibrait sans cesse. Iskandra soupirait d'ennui. Quand ils étaient repartis, Édouard s'était effondré dans son fauteuil. Il s'en fout. Ne dis pas ça. C'est la vérité, Néris. Il s'en fout. Je pourrais mourir demain, ça ne changerait rien. Édouard, non, laisse-moi. J'ai besoin d'être seul. Il était monté dans notre chambre, et il avait pleuré. J'avais entendu ses sanglots étouffés à travers la porte. Mon mari, cet homme fort, digne, qui ne pleurait jamais, pleurait à cause de son propre fils. Et moi,
Je n'avais rien pu faire. En 2017, Édouard était mort. Et là, tous les signes que j'avais ignorés étaient devenus des évidences. Aux funérailles, Talric était arrivé en retard. Encore une fois, il avait expliqué qu'il y avait eu un problème avec la voiture. Iskandra portait une robe noire, impeccable, mais elle consultait son téléphone pendant la cérémonie. Quand le cercueil avait été descendu dans la terre, Talric avait pleuré, brièvement. Puis, il s'était essuyé les yeux et avait repris son masque. Après la cérémonie, il y avait eu une réception à la maison. Des amis, de la famille, des collègues d'Édouard. Tout le monde partageait des souvenirs, des anecdotes. Talric s'était isolé dans un coin avec Iskandra. Ils parlaient à voix basse. Je les observais de loin. À un moment, Iskandra avait dit, assez fort pour que je l'entende, « On pourrait partir maintenant. On a fait acte de présence. » Talric avait hoché la tête. Ils étaient partis 1 heure plus tard, sans même me dire au revoir. Amélie, elle, était restée toute la journée, puis toute la semaine. Elle avait dormi dans l'ancienne chambre de Talric. Elle m'avait préparé des repas. Elle m'avait tenu la main quand je pleurais. « Maman, tu n'es pas seule. Je suis là. » Et elle était là. Elle avait toujours été là. Mais Talric, lui, était devenu un fantôme. Le 29 décembre, après le coup de téléphone avec Iskandra, je suis restée assise dans mon salon pendant des heures. Les souvenirs affluaient, de plus en plus précis, de plus en plus douloureux. Je repensais à toutes les fois où Talric avait annulé des visites à la dernière minute. « Désolée, maman, Iskandra n'est pas en forme. Désolée, maman, on a un dîner chez des amis. Désolée, maman. Les enfants ont une activité. » Je repensais à toutes les fois où j'avais proposé de garder mes petits-enfants et où Iskandra avait refusé. « Merci, Néris, mais ils vont chez mes parents. Ils les connaissent mieux. » Je repensais à toutes les fois où j'avais appelé et où Talric avait raccroché après 5 minutes. « Désolée, maman, je dois y aller. Iskandra m'appelle. » Toujours Iskandra. Toujours elle. Comme si elle était le centre du monde. Comme si personne d'autre n'existait. Et Talric s'était laissé absorber. Il avait renoncé à lui-même, à sa famille, à moi. Vers 17 heures, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Amélie. « Maman, Talric vient de m'appeler. Il est dans tous ses états. Il m'a parlé du testament. »« Ah, maman, qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, ma chérie. »« Non, explique-moi maintenant, s'il te plaît. » J'ai pris une grande inspiration. J'ai modifié mon testament. J'ai décidé de léguer une partie de mon patrimoine à des associations caritatives et à Marguerite, l'employée de maison de ton frère. Il y a eu un silence. Pourquoi? Parce que ton frère ne mérite pas plus. Maman. Amélie, je sais ce que tu vas dire, que c'est radical, que c'est exagéré, mais tu n'étais pas là le 24 décembre. Tu n'as pas vu comment Iskandra m'a humiliée. Et tu n'as pas vu comment Talric n'a rien dit. Rien. Je sais, maman. J'étais là, et j'ai trouvé ça ignoble. Mais de là à le déshériter, je ne le déshérite pas. Il reçoit ce que la loi lui donne. 50%. C'est déjà plus qu'il ne mérite. Amélie a soupiré. Maman, je te comprends. Vraiment. Mais est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça? Parce qu'après, il n'y aura plus de retour en arrière. Je sais, et c'est exactement ce que je veux. D'accord, dans ce cas, je te soutiens. Quoi qu'il arrive. Merci ma puce. Mais maman, prépare-toi. Talric ne va pas laisser tomber. Iskandra non plus. Ils vont revenir. Ils vont insister. Je sais. Et tu seras prête? Oui, je serai prête. Le soir, j'ai relu les quelques lettres que Talric m'avait envoyées au fil des années. Des lettres rares, écrites pour des occasions spéciales. Mon anniversaire, la fête des mères, Noël. La dernière datait de 2020, 5 ans déjà. Chère maman, joyeux anniversaire. J'espère que tu passes une belle journée. Je pense à toi. Prends soin de toi. Bise, Talric. 17 mots. 17 mots froids, impersonnels, vides. Aucune émotion. Aucun souvenir partagé. Aucune affection. Juste une formalité. J'ai replié la lettre et l'ai rangée dans la boîte en lac noir. Puis j'ai sorti une feuille de papier. Et j'ai commencé à écrire. Mon cher Talric, pendant des années, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé entre nous. Où j'avais échoué, où tu t'étais perdu. J'ai pensé que c'était ma faute, que j'avais été trop présente ou pas assez, que j'avais été trop exigeante ou trop indulgente. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas une question de faute. Tu as fait des choix qui t'ont éloigné de moi, des choix qui t'ont transformé en un homme que je ne reconnais plus. Tu as choisi Iskandra, tu as choisi sa vision du monde, tu as choisi de te soumettre, et dans ces choix, il n'y avait plus de place pour moi. Alors aujourd'hui, moi aussi, je fais un choix. Je choisis de me respecter. Je choisis de ne plus attendre des miettes d'affection. Je choisis de vivre pour moi. Je t'aime toujours, Talric. On n'arrête jamais d'aimer son enfant.
Mais je ne peux plus accepter l'indifférence. Le 24 décembre, tu as eu l'occasion de me défendre. Tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, c'est moi qui me défends. Ta mère qui t'aimera toujours, mais qui ne suppliera plus. Néris. J'ai relu cette lettre plusieurs fois, puis je l'ai pliée et l'ai glissée dans une enveloppe. Mais je ne l'ai pas envoyée. Pas encore. Parce que je savais que Talrik allait revenir. Amélie avait raison. Il n'allait pas laisser tomber. Pas Talrik. Pas Iskandra. Ils allaient revenir. Ils allaient supplier. Ils allaient négocier. Et quand ils reviendraient, je leur donnerais cette lettre, en personne. Dehors, la nuit était tombée. Paris scintillait sous les lumières. Les derniers jours de décembre s'écoulaient lentement. Et moi, j'attendais. J'attendais le moment où mon fils frapperait à ma porte. Le moment où tout serait dit, tout serait révélé. Le moment de la vérité. Le 30 décembre au matin, je me suis réveillée avec la certitude que quelque chose allait se passer. Ce n'était pas une intuition vague. C'était une connaissance profonde, viscérale. Talrik allait venir, aujourd'hui. Peut-être dans 1 heure, peut-être dans 2, mais il allait venir. J'ai pris une douche, je me suis habillée avec soin. Un pantalon en laine grise, un chemisier blanc, un cardigan en cachemire beige. Élégante, mais pas apprêtée. Calme, mais pas fragile. J'ai préparé du thé. J'ai mis de l'ordre dans l'appartement, même si tout était déjà impeccable. J'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière pâle de décembre. Puis je me suis assise dans mon fauteuil, près de la fenêtre. La boîte en lac noir était posée sur mes genoux. À l'intérieur, la photo de Talrik enfant et la lettre que j'avais écrite la veille. J'attendais. À 10h23, on a sonné à la porte. Mon cœur a fait un bond, mais je ne me suis pas précipitée. J'ai posé la boîte sur la table basse. Je me suis levée lentement. J'ai respiré profondément. Puis j'ai ouvert la porte. Talrik était là, seul. Pas d'Iskandra, pas de voiture garée en double fil. Juste lui. Il avait les traits tirés, des cernes sous les yeux, les cheveux en désordre. Il portait un manteau sombre, pas boutonné, comme s'il était sorti en hâte. « Maman !» Sa voix tremblait. « Bonjour Talrik, entre. » Il est entré. Il a refermé la porte derrière lui, mais n'a pas retiré son manteau, comme s'il ne comptait pas rester longtemps. Nous sommes allés au salon. Je me suis assise dans mon fauteuil. Lui est resté debout, les mains dans les poches. « Tu veux du thé ?»« Non, merci. » Un silence. « Maman, il faut qu'on parle. Je t'écoute. » Il a commencé à faire les 100 pas, nerveux, agité. Ce testament. « Maman, tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. » « Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a pris? » « Ce qui m'a pris? Talrik, tu étais là le 24 décembre. Tu as entendu ce qu'Iskandra a dit. Tu as vu comment tout le monde a ri. Maman, c'était une blague. Une blague. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air. « Talrik, regarde-moi. » Il s'est arrêté. Il m'a regardé. « Est-ce que tu penses vraiment que c'était une blague? Ou est-ce que c'est ce qu'Iskandra t'a dit de penser ?» Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. « Talrik, depuis combien de temps tu ne penses plus par toi-même? Maman, tu es injuste. » « Injuste? Moi? » Ma voix est montée, malgré moi. « Talrik, pendant 12 ans, j'ai accepté d'être traitée comme une étrangère. J'ai accepté qu'Iskandra ne m'appelle jamais maman. J'ai accepté qu'elle refuse systématiquement mes invitations. J'ai accepté que tu annules des visites pour elle. J'ai accepté que tu ne sois pas venu voir ton père quand il était malade. J'ai accepté que tu arrives en retard à ses funérailles. J'ai tout accepté. Tout, parce que je me disais, c'est mon fils. Il finira par comprendre. » Talrik s'est laissé tomber sur le canapé. « Maman, mais le 24 décembre, j'ai compris quelque chose. Tu ne comprendras jamais, parce que tu as choisi de ne pas voir. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» Il a baissé les yeux. « Parce que je ne voulais pas faire de scène. C'était Noël. Les enfants étaient là. Les enfants étaient là. Exactement. Tes enfants. Mes petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont appris ce soir-là ? Qu'on peut humilier les gens sans conséquence, que le silence complice est acceptable, que les grands-mères ne méritent pas le respect. » Talrik a passé ses mains sur son visage. « Maman, s'il te plaît, tu exagères. » « J'exagère ?» Je me suis levée, j'ai pris la boîte en lac noir, je l'ai ouverte devant lui. « Regarde, j'ai sorti la photo. » Talrik a 4 ans, sur mes genoux. « Tu te souviens de cette photo ?» Il l'a regardée. Ses yeux se sont embués. « Oui, ton père avait écrit au dos, mon fils et sa maman. Un amour éternel. » J'ai retourné la photo. Je lui ai montré l'inscription d'Édouard, puis celle que j'avais ajoutée. J'ai écrit en dessous « L'amour éternel existe, mais il doit être réciproque. » Talrik a fermé les yeux. « Maman, Talrik, je t'ai aimé depuis le jour de ta naissance. Je t'ai porté, nourri, élevé. J'ai veillé sur toi quand tu étais malade. J'ai pleuré quand tu souffrais. J'ai applaudi à tes réussites. J'ai été fière de toi chaque jour de ta vie. » Ma voix se brisait. « Mais toi,
Quand as-tu été fière de moi pour la dernière fois? Quand m'as-tu défendu? Quand m'as-tu choisi? Maman, ce n'est pas une question de choix. Si, c'est exactement une question de choix. Tu choisis Iskandra, tous les jours, à chaque instant. Et dans ce choix, il n'y a plus de place pour moi. Talrik s'est levé brusquement. Tu ne comprends pas. Iskandra, c'est ma femme. C'est la mère de mes enfants. Je ne peux pas. Quoi? La contrarier? Lui dire non? La décevoir? Oui. Le mot était sorti comme un cri de désespoir. Talrik s'est figé. Il venait de dire la vérité, sans le vouloir. J'ai avancé vers lui, j'ai posé ma main sur son bras. Talrik, tu as peur d'elle? Non. Si, tu as peur. Depuis le début, il a secoué la tête, mais les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Maman, tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas comment elle est. Alors, dis-le-moi. Il a hésité, puis, lentement, il s'est rassis. Et pour la première fois depuis des années, il m'a parlé, vraiment parlé. Elle contrôle tout, mes vêtements, mes sorties, mes amitiés. Si je veux voir quelqu'un qu'elle n'aime pas, elle fait une scène. Si je dépense de l'argent sans lui demander, elle m'accuse de la trahir. Si je propose quelque chose qu'elle n'a pas validé, elle me ridiculise devant les enfants. Talrik, je sais ce que tu vas dire, que je devrais partir, que je devrais la quitter. Mais je ne peux pas. Les enfants grandissent dans une maison où leur père n'existe pas. Tu crois que c'est mieux? Il a pleuré, silencieusement, les épaules secouées de sanglots. Et moi, je l'ai regardé. Cet homme de 42 ans, ce cadre supérieur, ce père de famille, n'était qu'un enfant perdu, un enfant qui avait renoncé à lui-même. Mais quelque chose en moi refusait de céder. Talrik, je compatis, vraiment, mais ta souffrance ne justifie pas mon humiliation. Il a relevé la tête. Quoi? Tu souffres avec Iskandra, je le vois, mais au lieu de changer ta situation, tu me sacrifies. Tu te dis, si je laisse Iskandra humilier ma mère, peut-être qu'elle me laissera tranquille. C'est ça? Non? Si? Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Talrik s'est levé, furieux soudain. Tu ne comprends rien? Je comprends tout au contraire. Tu as peur, tu es malheureux, mais tu préfères que je paie le prix plutôt que de te battre. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le. Va voir Iskandra. Dis-lui que son comportement envers moi est inacceptable. Dis-lui que je suis ta mère et que tu exiges qu'elle me respecte. Fais-le. Talrik est resté silencieux. Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Il a baissé les yeux. Maman, va-t'en, Talrik. Quoi? Va-t'en. Je n'ai plus rien à te dire. Maman? Attends? Non. Tu veux que je retire le testament? Je ne le ferai pas. Tu veux que je pardonne? Reviens quand tu auras le courage de te tenir debout. Mais pas avant. Talrik m'a regardé. Dans ses yeux, il y avait de la colère, de la peur, de la confusion. Mais il n'y avait pas de détermination. Il a ramassé son manteau. Il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné. Maman, je ne sais pas comment arranger les choses. Commence par être honnête avec Iskandra, avec toi-même, avec moi. Et si je ne peux pas, alors tu as déjà ta réponse. Il est parti. La porte s'est refermée. Et je me suis effondrée dans mon fauteuil. Je tremblais, de colère, de tristesse, de soulagement aussi. Parce que pour la première fois, j'avais dit la vérité, toute la vérité. Et Talrik l'avait entendue. Mais l'avait-il comprise? Je ne le savais pas. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférent à mes déchirures intérieures. J'ai repris la photo de Talrik enfant. Je l'ai regardé longuement. Cet enfant-là n'existait plus. Et peut-être qu'il fallait que j'accepte de faire mon deuil. Le deuil du fils que j'avais eu, pour accepter l'homme qu'il était devenu. Ou plutôt, l'homme qu'il avait renoncé à être. Après le départ de Talrik, je suis restée immobile pendant 1 heure, peut-être 2. Le temps avait perdu sa consistance. J'ai fini par me lever. J'ai préparé un déjeuner léger, une salade, un morceau de pain. J'ai mangé mécaniquement, sans goût, juste par nécessité. À 14 heures, mon téléphone a sonné. Amélie. Maman, Talrik vient de m'appeler. Il était dans tous ses états. Il m'a dit que vous vous étiez disputés. Nous n'avons pas disputé. Nous avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Il dit que tu refuses de retirer le testament. C'est exact. Maman, je te soutiens. Mais je voulais te prévenir. Iskandra est furieuse. Talrik m'a dit qu'elle veut venir te voir, qu'elle vienne. Tu es sûre? Oui. Il est temps qu'on se parle en face, sans Talrik entre nous. Amélie a soupiré. D'accord, mais fais attention. Iskandra peut être méchante. Je sais. À 16h30, on a sonné à la porte. Cette fois, je savais qui c'était. J'ai ouvert. Iskandra se tenait devant moi, seule. Elle portait un manteau en cachemire noir, des talons hauts, des lunettes de soleil malgré le ciel gris. Ses cheveux étaient tirés en un chignon strict. Elle ressemblait à une avocate sur le point de plaider un procès. Néris, il faut qu'on parle. Entre.
Elle est entrée. Elle a retiré ses lunettes, les a rangées dans son sac. Puis elle s'est tournée vers moi, les bras croisés. « Tu peux m'expliquer ce qui te prend ?» Pas de bonjour, pas de préambule. Droit au but. Je ne pense pas avoir à te donner d'explications sur mes décisions personnelles. Tes décisions personnelles? Tu plaisantes? Tu déshérites mon mari et tu lègues une partie de ta fortune à notre employé. Je ne déshérite pas ton mari. Il reçoit ce que la loi lui accorde, 50%, alors qu'il est ton seul fils. Exactement, mon seul fils. Celui qui ne m'a pas défendu quand tu m'as humilié devant toute la famille. Iskandra a ri, un rire froid, cassant. Cette histoire de cadeau? Mais c'est ridicule. Tu vas détruire notre famille pour un cadeau oublié? Ce n'était pas un oubli, c'était un choix. Mais qu'est-ce que tu racontes? Iskandra, tu as offert un cadeau à Marguerite, à l'employé de maison, mais pas à moi. Ta belle-mère, la mère de ton mari. Et alors? Marguerite travaille pour nous toute l'année? Elle mérite une attention. Je ne dis pas le contraire, mais moi aussi je méritais une attention. Oh, arrête avec ton apitoiement. Tu es jalouse d'une employée de maison. C'est pathétique. Non, Iskandra. Ce qui est pathétique, c'est de traiter sa belle-mère comme une étrangère pendant 12 ans. Elle a serré les mâchoires. Tu sais quoi, Néris? Je vais être honnête. Je n'ai jamais voulu de cette proximité. Tu n'es pas ma mère. Je n'ai jamais demandé à t'appeler maman. Et Talrik ne m'a jamais obligé à le faire. Parce qu'il a peur de toi. Quoi? Talrik a peur de te contrarier. Il a peur de te perdre. Alors il se soumet. À tout. Iskandra a souri. Un sourire méprisant. Talrik ne se soumet pas. Il me respecte. Il comprend que dans un couple, il y a des priorités. Et toi, Néris, tu n'es pas une priorité. Ces mots sont tombés comme des pierres. Je vois. Alors c'est confirmé. Je ne suis rien pour toi. Et par extension, je ne suis rien pour mon fils. Arrête ton mélodrame. Ce n'est pas un mélodrame. C'est la réalité. Une réalité que tu viens de formuler clairement. Merci pour cette honnêteté. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Iskandra a avancé d'un pas. Écoute-moi bien, Néris. Tu vas retirer ce testament. Maintenant. Aujourd'hui. Sinon quoi? Sinon tu ne reverras plus jamais tes petits-enfants. Le silence qui a suivi était glacial. Tu oserais faire ça? Essaie-moi. Iskandra, ces enfants sont aussi ceux de Talrik. Tu ne peux pas décider seul. Talrik fera ce que je lui dirai de faire. Comme toujours, elle souriait, triomphante, sûre d'elle. Et dans ce sourire, j'ai vu toute la vérité. Iskandra savait qu'elle avait gagné. Elle savait que Talrik ne la contredirait jamais. Elle savait qu'elle avait le pouvoir absolu. Mais elle avait fait une erreur. Elle avait cru que je céderais. Alors fais-le. Quoi? Empêche-moi de voir mes petits-enfants. Dis à Talrik de couper les ponts. Fais ce que tu veux. Mais je ne retirerai pas le testament. Iskandra a écarquillé les yeux, incrédule. Tu es sérieuse? Parfaitement sérieuse. Parce que tu viens de me montrer qui tu es vraiment. Une femme qui utilise les enfants comme des armes. Une femme qui contrôle son mari par la peur. Une femme qui n'a aucun respect pour personne, sauf elle-même. Comment oses-tu? Comment j'ose? Iskandra, pendant 12 ans, j'ai tout accepté. Tes mépris, tes distances, tes refus. J'ai accepté parce que je pensais que c'était le prix à payer pour rester dans la vie de mon fils. Mais aujourd'hui, je comprends quelque chose. Ce prix est trop élevé. Tu vas le regretter. Peut-être. Mais au moins, je me respecterai. Iskandra a attrapé son sac. Très bien. Tu l'auras voulu. À partir de maintenant, tu n'existes plus pour nous. Tu ne verras plus Talrik. Tu ne verras plus les enfants. Tu seras seule. Complètement seule. Je suis déjà seule, Iskandra, depuis des années. La seule différence, c'est que maintenant, je l'accepte. Elle s'est dirigée vers la porte. Avant de sortir, elle s'est retournée une dernière fois. Tu sais ce qui est drôle? Talrik t'aimait, vraiment. Quand je l'ai rencontré, il parlait tout le temps de toi. Ma mère est formidable. Ma mère m'a tout appris. Ça me rendait folle. Alors j'ai fait en sorte qu'il t'oublie, petit à petit. Et tu sais quoi? Ça a marché. Elle a souri. Alors oui, Néris, tu as raison. Je t'ai volé ton fils, et je ne regrette rien. Elle est partie, la porte a claqué, et je suis restée debout, au milieu du salon, tremblante. Pas de rage, pas de tristesse, de clarté. Enfin, je voyais. Enfin, je comprenais. Iskandra ne cachait plus rien. Elle avait tout avoué. Et dans cet aveu, il y avait une forme de libération. Parce que maintenant, je savais. Je savais que Talrik n'était pas méchant. Il était faible. Je savais qu'Iskandra n'était pas juste difficile. Elle était toxique. Je savais que je n'avais pas échoué comme mère. J'avais juste perdu une bataille que je ne pouvais pas gagner. Parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Le soir, Amélie est venue. Elle m'a trouvée assise dans le noir, la boîte en lac noir sur mes genoux. Maman, elle a allumé la lumière. Elle s'est assise à côté de moi. Talrik m'a appelé. Il m'a dit qu'Iskandra est venue te voir. Oui. Et
Elle m'a menacé de couper tous les liens si je ne retire pas le testament. Amélie a fermé les yeux. Mon Dieu, je ne l'ai pas retiré. Je sais et je suis fière de toi. Elle a pris ma main. Maman, tu n'es pas seule. Tu m'as, moi. Tu as Marc. Tu as les enfants. On est là. Je sais, ma chérie. Et Talric, un jour, il comprendra. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais un jour. Peut-être. Mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Talric était perdu. Et il resterait perdu tant qu'il choisirait la facilité, plutôt que le courage. Amélie est restée avec moi toute la soirée. Elle a préparé un dîner. Elle a raconté des histoires sur ses enfants, sur Marc, sur son travail. Elle a essayé de me faire rire. Et j'ai ri. Un peu. Parce que la vie continuait, même après avoir tout perdu. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Le 31 décembre, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais tout perdu. Mon fils, mes petits-enfants, l'illusion d'une famille unie. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, ma dignité. Je me suis levée, j'ai préparé mon thé, je me suis assise près de la fenêtre, comme chaque matin. Mais cette fois, quelque chose était différent. Je ne me sentais plus écrasée, je ne me sentais plus coupable, je me sentais libre. À 10 heures, j'ai appelé Maître Dufresne. Maître, c'est Néris Valdombre. Madame Valdombre, bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien en fait. Je voulais vous confirmer une chose, le testament reste tel qu'il est. Aucune modification. Très bien. Votre fils vous a contacté? Oui, ainsi que ma belle-fille. Ils ont essayé de me faire changer d'avis, mais ma décision est définitive. Je comprends. Dans ce cas, tout est en ordre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Merci, maître. J'ai raccroché. Puis j'ai pris une autre décision. J'ai appelé Marguerite. Allô? Marguerite, c'est Néris Valdombre. Madame, bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Marguerite, j'ai besoin de vous parler. Pouvez-vous venir prendre un café chez moi cet après-midi? Chez vous? Elle semblait surprise, presque intimidée. Oui, vers 15 heures, si vous êtes libre. Bien sûr, madame, je viendrai. À 15 heures précises, Marguerite a sonné à la porte. Elle portait un manteau simple, un foulard tricoté autour du cou. Ses cheveux gris étaient coiffés avec soin. Elle tenait un petit paquet dans ses mains. Madame Valdombre, merci de me recevoir. Entre, Marguerite. S'il te plaît, tu peux m'appeler Néris. Oh non, madame, je ne pourrais pas. J'ai souri. Très bien. Entre. Nous nous sommes installés au salon. J'ai servi du thé et des biscuits. Marguerite était nerveuse. Elle tenait sa tasse avec précaution, comme si elle avait peur de la casser. Marguerite, je t'ai fait venir parce que je veux que tu saches quelque chose. Oui, madame? J'ai modifié mon testament et tu en es bénéficiaire. Marguerite a failli lâcher sa tasse. Quoi? Moi? Mais pourquoi? Parce que tu le mérites. Parce que tu as montré plus de gentillesse envers moi en un regard que ma propre famille en 12 ans. Madame, je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. C'est ma décision. Et je suis en paix avec elle. Marguerite a posé sa tasse. Ses yeux étaient embués de larmes. Madame Néris, je dois vous avouer quelque chose. Je t'écoute. Madame Iskandra, elle m'a appelé hier soir. Elle m'a dit que vous aviez changé votre testament. Elle était furieuse. Elle m'a ordonné de venir vous voir, de vous supplier de changer d'avis. Et c'est pour ça que tu es là? Non, Marguerite a secoué la tête vigoureusement. Je suis venue parce que vous m'avez invitée, et parce que je voulais vous dire la vérité. Madame Iskandra m'a dit que si vous ne changiez pas le testament, elle me licencierait. Elle t'a menacé. Oui, mais je m'en fiche. Comment ça? Madame Néris, j'ai 54 ans. J'ai travaillé toute ma vie pour élever mes enfants, pour payer les factures. J'ai accepté beaucoup de choses, des patrons difficiles, des horaires impossibles, des salaires trop bas. Mais je n'ai jamais accepté d'être complice d'une injustice. Elle s'est redressée. Madame Iskandra peut me licencier si elle veut. Je trouverai un autre travail. Mais je ne viendrai pas vous supplier de renoncer à votre dignité. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était de l'émotion pure. Cette femme, que je connaissais à peine, était prête à perdre son emploi pour ne pas me trahir. Alors que mon propre fils n'avait pas eu le courage de me défendre devant sa femme. Marguerite, merci. Non, madame. C'est moi qui vous remercie, pour votre confiance, pour votre générosité, mais surtout pour votre exemple. Mon exemple? Oui, vous m'avez montré qu'on peut dire non, qu'on peut refuser d'être traité mal, même quand ça fait peur, même quand on risque de tout perdre. Elle a essuyé ses larmes. Toute ma vie, j'ai dit oui, à mon mari qui me traitait mal, à mes patrons qui m'exploitaient, à tout le monde, parce que j'avais peur, peur de ne plus avoir de travail, peur d'être seule, peur de manquer. Et maintenant, je comprends que la peur n'est pas une raison pour accepter l'inacceptable. Nous sommes restés silencieuses un moment.
Puis Marguerite a tendu le petit paquet qu'elle avait apporté. C'est pour vous, un cadeau de Noël, le vrai, celui que vous auriez dû recevoir. J'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, il y avait une écharpe, tricotée à la main, en laine douce, couleur lavande. Je l'ai faite moi-même, ça m'a pris 3 semaines. Je voulais vous l'offrir le 24 décembre, mais je n'ai pas osé. J'avais peur de déplaire à Madame Iskandra. J'ai passé l'écharpe autour de mon cou. Elle était chaude, douce, parfaite. Merci Marguerite. C'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait depuis longtemps. Après le départ de Marguerite, je suis restée seule dans mon salon. L'écharpe lavande autour du cou. Et j'ai compris quelque chose. La justice ne vient pas toujours de là où on l'attend. Pendant des années, j'avais espéré que Talric me défende, qu'il prenne ma défense, qu'il me choisisse, mais il ne l'avait jamais fait. Et aujourd'hui, c'était Marguerite, une presque étrangère, qui m'avait donné ce que mon fils n'avait jamais pu me donner. De la reconnaissance, du respect, de la loyauté. Le soir du 31 décembre, Amélie m'a appelé. « Maman, viens fêter le nouvel an avec nous, s'il te plaît. Tu ne peux pas rester seule ce soir. Ma chérie, c'est gentil, mais j'ai besoin d'être seule. Tu es sûre ? Oui, j'ai besoin de faire le point, de tourner la page. D'accord, mais promets-moi de m'appeler à minuit. Promis. » À 23 heures, j'ai ouvert une bouteille de champagne. Une bouteille qu'Édouard et moi avions achetée ensemble il y a 10 ans, lors d'un voyage en Champagne. Nous l'avions gardée pour une occasion spéciale. Ce soir était cette occasion. J'ai servi une coupe. J'ai levé le verre vers la photo d'Édouard, posée sur la commode. « À toi, mon amour. Tu me manques. Mais je crois que j'ai enfin compris ce que tu essayais de me dire avant de partir. Il faut savoir lâcher prise. » J'ai bu une gorgée. Puis, j'ai ouvert la boîte en lac noir. J'ai sorti la photo de Talric enfant. Je l'ai regardée une dernière fois. « Mon fils, où que tu sois, qui que tu sois devenu, je t'aimerai toujours, mais je ne t'attendrai plus. » J'ai remis la photo dans la boîte et j'ai refermé le couvercle, doucement, définitivement. À minuit, les cloches ont sonné. Paris a explosé de lumière. Les feux d'artifice illuminaient le ciel. Une nouvelle année commençait. 2026. Non, pardon, 2026 n'existe pas encore. Nous sommes le 31 décembre 2025. Demain sera le 1er janvier 2026. Une nouvelle année, une page blanche. Et moi, Néris Valdombre, 60 ans, veuve, mère d'un fils perdu et d'une fille aimante, j'étais prête à vivre pour moi, prête à être heureuse, prête à laisser le karma faire son œuvre, parce que la vie a une façon bien à elle de rendre justice. Et moi, j'avais appris à être patiente. Les premiers jours de janvier ont passé dans un calme étrange. Je ne voyais personne, je ne sortais presque pas. Je lisais, je me promenais dans l'appartement. Je regardais Paris par la fenêtre. Je n'attendais rien, et c'est précisément parce que je n'attendais rien que tout est arrivé. Le 4 janvier, Amélie est venue prendre le thé avec moi. « Maman, tu as l'air différente. » Différente comment ? Plus légère, comme si tu respirais enfin. C'est exactement ça. Je respire. Elle a souri. Je suis contente. Et je dois te dire quelque chose. Quoi donc ? Talric a essayé de me joindre plusieurs fois. Il veut que je te parle, que je te convainque de retirer le testament. Et qu'as-tu répondu ? Que ce n'est pas mon rôle, que s'il veut te parler, il n'a qu'à venir lui-même. Bien. Amélie a hésité. Maman, il y a autre chose. Marguerite a été licenciée. Iskandra l'a renvoyée le 2 janvier. Sans préavis, sans indemnité. Comment le sais-tu ? Marguerite m'a appelé. Elle avait trouvé mon numéro dans les contacts de Talric. Elle voulait que je te prévienne. Mon Dieu. Mais ne t'inquiète pas, elle a déjà trouvé un autre emploi, chez une famille du 7e arrondissement. Un meilleur salaire, de meilleures conditions. Elle m'a dit, finalement, Madame Iskandra m'a rendu service. J'ai souri malgré moi. Marguerite est une femme forte, comme toi. Le 8 janvier, j'ai reçu un appel inattendu. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô ? Madame Valdombre ? Une voix masculine, grave, professionnelle. Oui, c'est moi. Je suis maître Renaud, avocat. J'appelle de la part de Madame Iskandra Valdombre. Mon cœur s'est serré. Je vous écoute. Madame Valdombre, ma cliente souhaite contester le testament que vous avez établi. Elle estime que vous avez été influencé, que votre jugement était altéré. Elle demande une expertise psychiatrique. Le silence qui a suivi était glacial. Une expertise psychiatrique. Oui, c'est son droit. Maître, je vous arrête tout de suite. J'ai 60 ans. Je suis en parfaite santé mentale. J'ai établi ce testament en pleine conscience, accompagné de mon propre avocat. Si Madame Iskandra veut contester, qu'elle le fasse. Mais elle perdra. Madame, dites à votre cliente que je ne céderai pas. Pas à ses menaces, pas à ses intimidations, et certainement pas à ses manœuvres juridiques. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de colère. Iskandra était allée trop loin.
J'ai immédiatement appelé Maître Dufresne. Maître, Iskandra essaie de contester le testament. Elle demande une expertise psychiatrique. Ne vous inquiétez pas, Madame Valdombre. C'est une tactique classique, mais elle n'a aucune chance. Vous avez signé le testament en ma présence. J'ai attesté de votre lucidité. Tout est en ordre. Que va-t-il se passer? Elle va déposer une requête. Le juge la rejettera probablement. Et si elle insiste, elle devra prouver votre incapacité, ce qu'elle ne pourra pas faire. Merci, maître. Madame Valdombre, puis-je vous dire quelque chose en toute franchise? Bien sûr. J'ai vu beaucoup de familles se déchirer pour des questions d'héritage, mais rarement j'ai vu autant d'acharnement de la part d'une belle-fille. Cette femme est, il cherchait ses mots, dangereuse. Soyez prudente. Le 12 janvier, quelque chose d'étrange s'est produit. Talric a frappé à ma porte, sans prévenir. J'ai ouvert. Il était seul. Il avait l'air épuisé. Des cernes profonds sous les yeux. Le teint gris, les épaules voûtées. Maman, je peux entrer? Entre. Il est entré. Il s'est assis sur le canapé. Il a enfoui son visage dans ses mains. Maman, tout est en train de s'effondrer. Qu'est-ce qui s'effondre? Tout. Iskandra, moi, notre mariage. Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Depuis que tu as changé le testament, Iskandra est devenue... Je ne la reconnais plus. Elle est obsédée. Elle passe ses journées au téléphone avec son avocat. Elle ne dort plus. Elle ne me parle plus. Enfin, si, elle me parle. Mais seulement pour me dire que c'est ma faute. Que si j'avais su te convaincre, rien de tout ça ne serait arrivé. Talric, elle a licencié Marguerite. Sans raison, juste par vengeance. Les enfants ne comprennent pas. Ils aimaient Marguerite. Maintenant, il y a une nouvelle employée. Une femme froide, distante. La maison est devenue glaciale. Il a marqué une pause. Et moi, je ne sais plus où j'en suis. Talric, pourquoi es-tu venu? Pour te demander pardon. Ces mots sont sortis dans un souffle. Pardon pourquoi? Pour tout. Pour avoir laissé Iskandra te traiter comme elle l'a fait. Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir été lâche. Il pleurait maintenant. Maman, j'ai tout gâché. J'ai gâché ma relation avec toi. J'ai gâché mon mariage. J'ai gâché ma vie. Et je ne sais pas comment réparer. Je me suis assise à côté de lui. Talric, écoute-moi bien. Je ne peux pas réparer ta vie. Toi seul peux le faire. Mais comment? En faisant des choix. De vrais choix. Pas ceux qu'Iskandra te dicte. Pas ceux que tu penses devoir faire. Mais ceux qui correspondent à qui tu es vraiment. Je ne sais plus qui je suis. Alors commence par te retrouver. Il a hoché la tête comme un enfant perdu. Maman, est-ce que tu peux me pardonner? Talric, je t'ai déjà pardonné. Mais le pardon ne change rien. Le testament reste. Mes décisions restent. Parce que ce n'est pas une question de rancune. C'est une question de respect. Et tant que tu ne te respecteras pas toi-même, tu ne pourras pas respecter les autres. Je comprends. Il s'est levé. Il semblait un peu moins lourd. Merci, maman. Pourquoi? Pour ne pas avoir cédé. Pour m'avoir montré ce que c'est que d'avoir une colonne vertébrale. Il est parti. Et cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Une lueur, petite, fragile, mais présente. Le 23 janvier, Amélie m'a appelée, excitée. « Maman, tu ne devineras jamais. » Quoi donc? Talric a quitté Iskandra. Quoi? Il a pris ses affaires. Il est parti. Il a loué un appartement dans le 11e arrondissement. Un petit studio. Il a pris les enfants avec lui pour le week-end. Iskandra est folle de rage. Mon Dieu! Maman, je pense que ton refus de céder a été un déclic. Il a compris qu'il ne pouvait plus vivre comme ça. C'est inattendu. C'est merveilleux. Je ne savais pas quoi répondre. Le 28 janvier, tard dans la soirée, Talric m'a envoyé un message. Maman, je voulais que tu saches. J'ai demandé le divorce. Je ne sais pas si c'est la bonne décision, mais c'est ma décision. Pour la première fois depuis longtemps. Merci. J'ai relu ce message plusieurs fois, puis j'ai répondu simplement « Je suis fière de toi ». 3 semaines plus tard, Amélie m'a raconté ce qu'elle avait appris par Talric. Iskandra, seule dans sa grande maison du 16e arrondissement, avait commencé à s'effondrer. Sans Talric, sans Marguerite, sans personne pour supporter son caractère. Sa mère, Svetlana, avait refusé de venir l'aider. Tu as choisi d'être difficile. Assume. Son frère Victor ne répondait plus à ses appels. Les quelques amis qu'elle avait se détournaient d'elle, fatiguée de ses plaintes incessantes. Elle avait licencié 3 employés de maison en 1 mois. Personne ne voulait plus travailler pour elle. Et elle se retrouvait seule. Exactement ce qu'elle m'avait promis. Sauf que c'était elle qui vivait cette solitude. Pas moi. Assise dans mon fauteuil, l'écharpe lavande de Marguerite autour du cou, j'ai compris quelque chose. Le karma n'est pas une vengeance. C'est simplement l'équilibre naturel de l'univers. Iskandra m'avait traité avec mépris. Elle m'avait menacé. Elle avait voulu me briser. Et la vie, simplement, lui avait rendu ce qu'elle avait donné. La solitude, l'isolement, le rejet. Non pas parce que je l'avais voulu, mais parce que c'était la conséquence naturelle de ses choix. Et moi qui avais tout perdu,
J'avais gagné ma dignité, ma paix, ma liberté, et l'amour indéfectible d'Amélie, et le respect de Marguerite. Et peut-être, un jour, le retour d'un fils qui aurait enfin appris à être un homme. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. 6 mois ont passé. Nous sommes maintenant à la fin juin. Les jardins de Paris sont en fleurs. Les terrasses des cafés débordent de vie. L'été est arrivé, avec sa lumière dorée et ses promesses de renouveau. Moi, Néris Valdombre, j'ai 60 ans et demi. Et je suis heureuse. Non pas parce que tout s'est arrangé comme dans un conte de fées, mais parce que j'ai appris quelque chose d'essentiel. On ne peut pas contrôler les autres. On ne peut contrôler que soi-même. Talric vit toujours dans son petit studio du 11e arrondissement. Le divorce est en cours. Lent, compliqué, douloureux. Iskandra se bat pour obtenir la garde exclusive des enfants. Elle a perdu cette bataille. Le juge a accordé la garde partagée. Talric vient me voir 1 fois par semaine. Parfois avec les enfants, parfois seul. Nous parlons, vraiment. Pour la première fois depuis des années. Il m'a raconté comment il s'était perdu, comment il était tombé amoureux de l'image d'Iskandra, pas de la personne qu'elle était vraiment, comment il avait confondu admiration et amour, comment il s'était peu à peu effacé pour ne pas déplaire. Maman, j'ai gâché 12 ans de ma vie. Non, Talric, tu as appris, c'est différent. Mais papa est mort, sans que je puisse lui dire que j'avais compris. Ton père savait, il a toujours su. Et il t'aimait malgré tout. Nous pleurons parfois, nous rions aussi. Talric n'est pas redevenu l'enfant qu'il était. On ne revient jamais en arrière. Mais il est en train de devenir l'homme qu'il aurait dû être. Et ça, c'est déjà beaucoup. Marguerite travaille maintenant pour une famille merveilleuse. Elle est épanouie. Elle sourit davantage. Elle vient prendre le thé chez moi 1 fois par mois. Madame Néris, vous avez changé ma vie. Non, Marguerite, tu as changé ta propre vie. J'ai juste été un témoin. Mais vous m'avez montré qu'on pouvait dire non, qu'on pouvait refuser l'inacceptable. Et toi, tu m'as montré que la bonté existe encore, même dans un monde dur. Nous sommes devenus amis, pas des amis de circonstance, des vrais amis, celles qui se disent la vérité, celles qui se soutiennent sans rien attendre en retour. Amélie est toujours ma lumière. Elle passe me voir plusieurs fois par semaine. Elle m'emmène au cinéma, au musée, au restaurant. Elle me raconte sa vie, ses joies, ses soucis. Maman, je suis fière de toi. Tu sais ça? Pourquoi? Parce que tu as eu le courage de dire non. Beaucoup de femmes de ta génération ne l'auraient pas fait. Elles auraient accepté, par peur de la solitude, par habitude, par culpabilité. J'ai eu peur aussi, ma chérie, mais tu l'as fait quand même. C'est ça le courage. Iskandra, elle, vit toujours dans sa grande maison du 16e arrondissement, seule. Elle a essayé de contester le testament. Elle a perdu. L'expertise psychiatrique qu'elle réclamait a été refusée par le juge. Elle a tenté de monter les enfants contre Talric. Cela n'a pas fonctionné. Les enfants, à 9 et 7 ans, sont assez grands pour comprendre qui écoute, qui console, qui aime. Elle a essayé de se rapprocher de sa propre famille. Mais Svetlana, sa mère, fatiguée de ses caprices, a refusé de la soutenir. Tu as creusé ton propre trou, Iskandra. Maintenant, assume. Amélie m'a dit qu'elle l'avait croisée au supermarché il y a quelques semaines. Maman, elle avait l'air éteinte, les cheveux mal coiffés, pas de maquillage, vêtements froissés, on aurait dit une autre personne. Je n'ai pas ressenti de joie à cette nouvelle, ni de tristesse, juste une forme de neutralité. Iskandra récoltait ce qu'elle avait semé. Ce n'était pas ma victoire, c'était simplement la justice naturelle. Hier, j'ai ouvert la boîte en lac noir. J'ai sorti la photo de Talric enfant. Je l'ai regardé longtemps. Et cette fois, je n'ai pas pleuré, j'ai souri, parce que cet enfant-là a existé. Il a été aimé, il a été heureux, et même si l'adulte s'est perdu pendant des années, il est en train de se retrouver. Et ça, personne ne peut le lui enlever. J'ai remis la photo dans la boîte, mais cette fois, je n'ai pas refermé le couvercle définitivement. Je l'ai laissé entrouvert, parce que l'histoire n'est pas terminée. Elle continue. Autrement, différemment, mais elle continue. Ce matin, j'ai reçu une lettre manuscrite, de Talric. Chère maman, je voulais t'écrire pour te dire merci. Merci de ne pas avoir cédé. Merci de m'avoir montré ce qu'est la dignité. Merci d'avoir eu le courage que je n'avais pas. Pendant longtemps, j'ai cru que tu étais dur, inflexible. Je pensais que tu exagérais, que tu dramatisais. Aujourd'hui, je comprends que tu étais simplement lucide. Tu voyais ce que je refusais de voir. Tu savais ce que je refusais d'admettre. Et au lieu de me plaindre, au lieu de supplier, tu as choisi de te respecter. Cette décision m'a fait mal, elle m'a révolté, elle m'a forcé à me regarder dans un miroir. Et dans ce miroir, je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Un homme faible, un homme soumis, un homme qui avait abandonné sa mère pour plaire à sa femme. Alors j'ai commencé à changer.
Pas pour toi, pas pour récupérer l'héritage, mais pour moi, pour mes enfants. Pour devenir l'homme que papa aurait été fier de connaître. Le chemin est long, je fais des erreurs, mais au moins, maintenant, ce sont mes erreurs, pas celles qu'Iskandra me dicte. Je ne te demande rien, je voulais juste que tu saches. Tu avais raison, et je t'aime. Ton fils, Talrik. J'ai plié cette lettre, je l'ai rangée dans la boîte en lac noir, à côté de la photo, et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de soulagement. Si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans mon histoire a résonné en vous. Peut-être vivez-vous une situation similaire. Peut-être êtes-vous cette femme qui accepte l'inacceptable par peur de perdre. Peut-être êtes-vous cette mère qui se sacrifie en espérant que ses enfants comprendront un jour. Ou peut-être êtes-vous simplement quelqu'un qui cherche à comprendre comment survivre à la trahison. Alors, laissez-moi vous dire ce que j'ai appris. On ne peut pas forcer les gens à nous aimer. On ne peut pas forcer les gens à nous respecter. Mais on peut choisir de se respecter soi-même. On peut choisir de dire non. On peut choisir de partir. On peut choisir la dignité plutôt que la soumission. Et quand on fait ce choix, deux choses peuvent arriver. Soit les gens changent, parce qu'ils réalisent qu'ils sont en train de vous perdre. Soit ils ne changent pas. Et dans ce cas, vous avez votre réponse. Mais dans les deux cas, vous aurez préservé l'essentiel. Vous-même. La vie est trop courte pour la passer à supplier. La vie est trop précieuse pour l'offrir à ceux qui ne la respectent pas. Et si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à se tenir debout, à choisir sa propre dignité, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.